Ça y est, c'est enregistré. Alors, merci beaucoup, merci à tous d'être présents en présentiel et en visio. C'est une première test qu'on fait grandeur nature sur Academos pour à la fois être présent et présent via les ondes. Merci à Cathy d'être parmi nous. Je vais lui laisser la parole. Je ne vais pas être trop long. Vous pouvez mettre le pouce vers le bas si jamais je dépasse un petit peu mon temps de parole. C'est une formation qui suit beaucoup d'autres qu'on a commencé l'année dernière en février. On essaye de tenir le rythme mois par mois avec beaucoup de thèmes différents. Et ce soir, c'est sur la conférence de sport santé avec Cathy qui est kiné en Moselle, mais elle se présentera toute seule et puis elle expliquera tout. Donc on est avec Sarreguemines en présentiel et puis Adèle, on a hésité à faire quand même venir et déplacer les champs. Mais voilà, c'était pour tester un petit peu la configuration. Il nous reste encore des compétences à monter, mais ça va partir. Je laisse tout de suite la parole à Cathy. Je vous souhaite une bonne conférence. N'hésitez pas à prendre des notes, mais surtout beaucoup de questions pour que Cathy puisse ensuite répondre à vos demandes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Merci Philippe. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Cathy Di Battista, je suis ancienne gymnaste, je suis kinésithérapeute à Metz en libéral. Et du coup, je suis spécialisée dans le sport et en rééducation périnelle, donc en pelvipérinologie. Donc l'objectif de ce soir, c'était un petit peu d'échanger avec vous sur comment faire pour protéger au mieux nos petits gymnastes en devenir, comment faire pour allier le sport de haut niveau et un capital santé qui tiendrait dans le temps. Donc, encore une fois, ce soir, ce qui va être décrit, c'est l'idéal. Après, je sais bien qu'on ne peut pas coller à tout, mais en tout cas, on peut essayer de s'en rapprocher. Et si on a les infos, ça peut être un petit peu plus facile. Donc, l'idée, c'était de faire un peu le point, notamment sur les plus petits. Non pas que les plus grands ne m'intéressent pas, mais c'est vrai que si on veut en avoir des grands, il faut réussir à préserver les petits. Et donc, au départ, je vais beaucoup vous parler de la prévention du coup des blessures chez les enfants. Et c'est un thème que j'ai eu beaucoup de mal à explorer. Parce que quand on fait de la kinésithérapie du sport, déjà la gym, c'est peu abordé, ils ne connaissent pas. Et alors, l'enfant, encore moins. Donc, quand vous prenez un kiné du sport, à la base, il sait faire du hand, il sait faire du foot, il sait faire des choses, mais c'est des adultes. Et donc, c'est des pathologies d'adultes. Et donc, ce que vous allez rencontrer dans vos clubs, sur ces tout petits que vous allez former, c'est absolument pas ce qu'on rencontre, du coup, en kinésithérapie du sport. Donc, du coup, je vais essayer de vous décrire un petit peu toutes ces pathologies, voir comment les prévenir et comment on peut faire pour éviter au maximum que ça arrive. Parce que chez l'enfant, malheureusement, une fois que c'est là, souvent, la réponse, c'est le repos. Et le repos, c'est à l'encontre de ce qu'on a besoin pour la progression. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas arriver là. Je peux me mettre la suivante. Donc, du coup, la gymnastique, c'est spécifique parce que c'est un sport à maturité précoce. Et si on reprend les recommandations qu'on retrouve au niveau de la France ou même des études qui ont été faites au niveau de l'INSEP, normalement, un enfant de moins de 10 ans, il est censé s'entraîner 6 heures par semaine. Et on est censé ajouter 1 heure d'entraînement par semaine par année d'âge supplémentaire. Autant vous dire qu'on n'est pas du tout dedans avec la gym. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer tout ça, mais du coup, il va falloir le prendre en compte dans la façon de gérer les entraînements, de gérer la fatigue et de les accompagner au mieux là-dedans. Donc, voilà, encore une fois, dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour vous dire attention, tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Je ne suis pas là pour vous apprendre votre métier, je suis juste là pour vous aider à savoir comment mieux le faire s'il y a besoin de mieux faire. Du coup, tu peux passer. Donc, je vous ai mis la petite photo qui était un peu sympa, mais ce n'est pas un enfant, on est d'accord. Mais la douleur dans le sport, comme on l'entend, on ne devrait pas pouvoir l'entendre chez l'enfant. Alors, quand je dis douleur, je fais vraiment la différence entre un étirement qui va tirailler et qui va être une douleur pour l'enfant, mais qui est une douleur tout à fait acceptable, puisqu'on sait qu'on tire le muscle et c'est quelque chose de quelque part, on cherche, on vient au point douloureux pour étirer. Ça, c'est une douleur qu'on accepte et qu'on tolère. Une douleur quand on va faire des squats parce qu'on va faire de la répétition, ça chauffe dans les jambes, je suis d'accord que le gamin, il va dire que ça fait mal et on n'est pas là-dedans. Par contre, une douleur qui est répétitive et qui n'est pas liée à ce type d'exercice, elle va vous interroger. Parce que normalement, l'enfant
ne devrait pas l'avoir. Je vous ai mis un tout petit mot parce que c'est vrai qu'à la gym, vous êtes en mesure d'avoir des enfants de moins de 4 ans, notamment certains qui vont avoir un profil un peu sympa. Un enfant de moins de 4 ans qui se plaint d'une douleur de dos, c'est a priori plutôt organique. Il y a peu de raisons qu'un enfant de moins de 4 ans ait mal au dos. Alors, ce n'est pas sûr à 100%, mais ça veut dire que si le gamin-là, il se plaint de douleur de dos, vous l'envoyez chez le médecin pour qu'on vérifie au niveau de l'abdomen et des viscères qu'il n'y ait pas autre chose. Qu'il ne fasse pas une pyélonéphrite, une infection urinaire ou des choses comme ça. Il y a peu de chances qu'un gamin en dessous de 4 ans vous dise qu'il est mal au dos. Ce n'est pas logique en tout cas. On peut passer. Donc, du coup, les risques du surentraînement, ça va être la même chose que ce qu'on va avoir en prévention, vous verrez tout à l'heure. Ça va être la fatigue, les blessures, les déficits nutritionnels, le stress thermique et mécanique, les retards pubertaires, l'aménorrhée. Ça, on en parlera un petit peu plus au fur et à mesure de la journée, parce que ça aussi, vous allez avoir un rôle là-dedans. Et les troubles psychologiques, bien évidemment, qui peuvent être liés au fait de ne pas réussir à suivre. Donc, on peut passer. Donc là, par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les localisations des pathologies de surentraînement et de surcharge. Ça veut dire que n'importe quel enfant qui s'entraîne avec vous, donc qui n'est pas en âge prépubère, quand il va vous parler d'une douleur à l'épaule, au coude, au poignet, au bassin, au genou, au pied, elle doit vous interpeller. Donc en fait, c'est toutes les douleurs articulaires. Parce qu'une douleur articulaire, elle n'a pas de raison d'arriver sur un enfant de cet âge-là. Ça veut dire qu'on a demandé trop de sollicitations. Donc, le côté où, ayant été gymnaste, on peut vous dire, ah, mais c'est pas grave, vas-y, chauffe un peu, tu passes encore 2-3 fois, c'est pas l'idéal. Parce que du coup, c'est remettre une surcontrainte dessus. Et ce qui se passe, on va le revoir dans la diapo suivante, c'est que la croissance se fait d'abord par l'os et ensuite par le muscle. Et donc, ça veut dire que les muscles vont tirer fort sur les os, sauf que quand ils sont en période de croissance, les os sont moins puissants que les muscles. Donc, qu'est-ce qui va lâcher? C'est l'os et c'est pas le muscle. Donc, une tendinopathie, une tendinite chez un enfant, ça n'existe pas. Quand on vous parle d'une entorse de cheville chez un enfant de 11 ans, ou de 9 ans plutôt, mais 11 ans sans doute aussi, c'est plutôt une petite fracture, c'est un petit arrachement osseux. Donc il faut vraiment ces pathologies-là, si on veut préserver l'enfant sur les saisons qui suivent, ne vraiment pas les prendre à la légère. Donc toute douleur articulaire, elle doit vous interpeller et elle doit amener du repos. Parce que malheureusement, quand c'est l'os, la seule chose qui calme, c'est le repos. Donc repos, ça ne veut pas dire ne pas venir à la salle et ne pas toucher les agrès. Ça veut dire ne rien faire sur cette articulation-là qui est douloureuse. Donc après, ça, je vous fais confiance, vous saurez adapter les exercices pour que ce soit possible. Mais c'est vrai que ces douleurs-là, elles doivent tout de suite vous interpeller. On voit pas trop d'Osgood-Schletter chez les gymnastes, on les voit beaucoup chez les footeux, mais on voit beaucoup de sévères chez les enfants. Et donc les maladies sévères, c'est effectivement l'insertion du tendon d'Achille qui tire sur l'os. Donc cet enfant-là, première douleur, vous le mettez au repos, il ne tape pas, et vous étirez les triceps sur haut, de façon à ce que le muscle ne tire plus de façon aussi forte. Et à la limite, on ne le met peut-être pas au trempeau, on lui fait faire un peu plus de barres, autre chose comme ça à ce moment-là. Donc du coup, les symptômes du surentraînement, c'est les mêmes que les risques. Donc c'est la fatigue, la baisse de la performance, les troubles du sommeil, des douleurs peu précises, des blessures à répétition, un comportement et un retentissement sur la scolarité. Alors, c'est sûr que là, il va y avoir un rôle mixé qui va se jouer entre les parents, les entraîneurs, l'école et l'enfant qui va devoir être capable d'exprimer tout ça. Mais c'est vrai que parfois, quand ils n'y arrivent pas, il faut peut-être se poser la question de est-ce que, ce qui peut être très difficile, c'est qu'à quelque part, en général, vous avez un groupe et donc les exercices sont plutôt uniformes, mais on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités physiques, la même génétique, la même musculature. Et donc, de ce fait-là, c'est possible qu'un entraînement un peu plus général ne convienne pas à certains à un certain moment. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de voir les zones de croissance. Le gamin qui revient après les vacances d'été et qui vous a pris une tête, lui, vous n'allez pas pouvoir reprendre l'entraînement de la même manière que celui qui a grandi tranquillement parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes contraintes au niveau musculaire. Et ça, c'est toute la difficulté. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas facile quand on a un groupe, on cherche à les faire avancer ensemble. Et malheureusement, en vue des individualités de chacun, ce n'est pas toujours possible. Tu peux passer. On a bugué. Donc, la prévention, ça, c'est des choses quand même que vous faites déjà, l'échauffement, la récupération, ça, c'est des choses qui sont bien connues à la gym. L'entraînement individualisé, je pense que c'est déjà fait, mais peut-être qu'on peut encore individualiser plus parce que
Peut-être qu'on le fait en fonction effectivement du gabarit de chacun et des préférences des agrès, mais peut-être un peu moins en fonction des phases de croissance, de fatigue, de choses comme ça. Et ça, j'ai bien conscience que c'est un gros travail. Donc encore une fois, ce soir, c'est pas pour vous taper sur les doigts et dire vous faites pas bien, c'est juste pour essayer de trouver des pistes et d'essayer de comprendre et voir comment on peut avancer avec ces enfants-là. Un des autres trucs qui ressort normalement dans les études, c'est pas de spécialisation précoce sur un seul sport. Idéalement, pour préserver les articulations des enfants, il faudrait ne pas les mettre sur un seul sport au départ et les emmener sur des choses différentes de façon à solliciter les articulations de façon différente. Vous avez mis le quid de la gymnastique. La gymnastique, c'est purement et clairement un des sports où on va très tôt, rien que sur ça. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que de temps en temps, aller faire de la natation avec eux, ça peut être sympa? Est-ce que les emmener faire une partie de volley? Je ne sais pas, c'est des pistes. En tout cas, ce qui ressort, entre guillemets, des études qu'ils ont pu faire sur l'enfant et le sport aujourd'hui, l'idéal, ce serait de ne pas les spécifier trop vite dans quelque chose. Encore une fois, les études qui sont faites, elles ne sont pas du tout faites sur la gymnastique. C'est très particulier, on va être dans les mêmes zones que dans le patinage ou la danse classique, mais on peut quand même s'interroger et se dire, est-ce que finalement, si on les amenait à faire leur endurance sur une séance de natation plutôt que de le faire sur un circuit ou quoi que ce soit, enfin voilà, c'est des pistes. Maintenant, je ne sais pas du tout si c'est faisable ou pas réellement avec l'activité qu'on a, mais on peut s'interroger. L'augmentation progressive de l'intensité, ça c'est des choses que vous faites déjà. L'adaptation de l'activité physique à l'état général de l'enfant, ça c'est parfois peut-être un peu plus difficile quand on a des compétitions ou des choses comme ça, de se dire mince, il n'est pas en forme, on ne le fait pas. Voilà, ça c'est des difficultés qui sont inhérentes et voilà, après chacun fait de son mieux, puis donc la communication comme je vous le disais. Donc, du coup, c'est un être en perpétuelle évolution. Donc, ce n'est pas un adulte miniature. Donc, c'est vrai que quand vous avez vos petits qui ont 5, 6, 7, 8, 9 ans, ce n'est pas la même chose que quand vous avez vos ados de 15, 16 ans. Et vos ados de 15, 16 ans, ce n'est pas encore pareil que si vous aviez un groupe avec des gymnastes de 22, 23 ans. Le squelette, il est en croissance, donc ça veut dire que c'est une période à risque, puisque du coup, il va augmenter ses tensions et comme je vous disais, l'os grandit plus vite que le muscle et donc du coup, ça crée des zones de fragilité. Et comme du coup, on ne grandit pas à la même vitesse, c'est pas linéaire et on ne grandit pas tous de la même façon, et qu'en plus, je vous le remontrerai après, on grandit d'un côté puis de l'autre, on peut vraiment avoir des zones de fragilité à ce moment-là. Et donc, du coup, à partir de 10 ans, il y a la période prépubère, l'accélération de la croissance et le développement des caractères sexuels qui vont être plus problématiques chez la fille avec un changement de la masse graisseuse, un changement de la morphologie et puis toute une acceptation de soi qui doit se faire aussi par rapport à la gymnastique. Et là aussi, je pense que vous avez un rôle hyper important. Donc, la tendinite chez l'enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peu probable. Il y a vraiment peu de chance. Alors, vous allez quand même le lire sur des comptes rendus. Les médecins vont réussir à vous dire qu'il y a une tendinopathie. Mais si on va chercher un peu plus loin, en général, c'est l'insertion du tendon sur le muscle qui crée une petite lésion. L'insertion du tendon, sur l'os qui crée une petite lésion. Et là, il faut être vraiment très vigilant. Et la seule chose qui va permettre de calmer, c'est le repos. Comme je vous ai dit, pas forcément un repos complet de l'enfant, mais un repos sur l'articulation en question. Une douleur sur l'articulation, c'est rarement musculo-tendineux, c'est osseux. Et donc, du coup, reprise progressive, programme spécifique. Et puis, faire attention, si en plus de ça, dans cette période-là, il y a un changement de morphologie, ils ont pris 10 cm, ils ont pris 5 kg, va falloir réadapter l'effort à ce moment-là. Donc, du coup, l'activité musculaire, il faut savoir qu'elle va agir sur le développement osseux, mais vous allez aussi avoir, quand vous avez des tout petits comme ça, modifier ce qu'on appelle les angles de torsion de hanche. Il y a une faute d'orthographe, je m'excuse. Mais au niveau de la hanche, en fait, vous avez le col fémoral qui va créer un angle avec la hanche. Et en fait, en fonction du travail qu'on va faire, on va venir modifier ces angles. Ce qui va pouvoir être positif chez certains enfants, comme ça peut être problématique chez d'autres. Donc, toujours bien faire attention. Et quand on a des enfants, par exemple, qui ont, ça soit plus chez les filles que chez les garçons, mais des forts genoux, ce qu'on appelle des valgum, et ben en soi, il y a du travail qui peut être hyper intéressant pour les amener, venir corriger, et qu'ils soient moins embêtés finalement que s'ils n'avaient pas fait de gym, mais ça peut aussi des fois être dans l'autre sens. Donc, il y a peut-être certains éléments, des fois, qui sont à privilégier et d'autres à proscrire, et ce qui n'est pas forcément évident non plus, parce que ce n'est pas forcément ce qui va avec les attraits du gymnaste. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Donc, ce que je vous disais avant, la croissance, elle est pas linéaire et puis surtout, elle n'est pas symétrique. Donc, vous allez effectivement avoir des moments où l'enfant va avoir un membre plus long que l'autre. Donc, quand ça ne dépasse pas 1 centimètre, surtout, on ne corrige pas. Donc, l'envoyer chez le podologue parce qu'il y a 1 centimètre et corriger, c'est de la bêtise, surtout qu'à l'âge gym, ils vont être pieds nus. Par contre, c'est possible que quand je pense aux filles qui vont faire de la poutre,
Si elle se retrouve avec un nombre plus long que l'autre, c'est possible quand elle fasse une réception d'un côté ou de l'autre, que ce soit plus compliqué à un moment donné. Et donc ça aussi, est-ce que faut le travailler autrement pour éviter de les mettre en échec et ça, encore une fois, c'est pas évident à mettre en lumière et à se dire, bah mince, est-ce qu'elle n'est pas tout le temps en train de tomber parce que finalement, sa jambe est plus courte et qu'elle ne peut pas s'équilibrer à ce moment-là. Et ça, c'est sûr que c'est du travail de tous les jours et c'est difficile. Et en tant qu'entraîneur, à pas s'amuser à mesurer les membres toutes les 2 secondes non plus. Mais c'est vrai que des fois, on peut dire, est-ce qu'on ne passerait pas sur autre chose? Donc la douleur, elle est importante dans le sens où c'est toujours un signal d'alarme. Comme je vous disais, après, quand on fait un étirement, oui, ça fait mal, mais quand ça fait mal, c'est aussi pour nous dire, là, c'est le point où j'attends un peu et je ne vais pas aller me faire pleurer, peut-être une toute petite larmichette, mais voilà, je ne vais pas aller au-delà de ce que je peux. Donc c'est un signal important. Donc c'est important aussi que les enfants ils fassent la différence entre les douleurs qu'ils vont reconnaître par rapport à de la musculation ou par rapport à des étirements et la douleur qui est là alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et qu'ils soient capables de l'exprimer et qu'ils puissent avoir une oreille attentive. Donc voilà, là c'est la question, c'est après vous, quel est votre discours à ce niveau-là? On pourra échanger tout à l'heure. Et je pense que, enfin moi étant maman, je le vois bien, c'est pas toujours facile d'avoir la bonne réaction vis-à-vis d'une douleur. Si on est le dimanche et qu'il dit qu'il a mal, ben on va regarder tranquillement. S'il dit ça à 7h55 et qu'il faut partir à 57, on a peut-être un discours qui est un peu différent à ce moment-là. Donc encore une fois, c'est une question ouverte. Donc, du coup, ce qui va pouvoir créer des pathologies, ça va être les micro-traumatismes répétés, le surentraînement, la différence de croissance entre l'os et le muscle. Et donc, du coup, c'est hyper important justement d'avoir vos étirements à titre préventif et curatif. Ce que j'ai pu constater au niveau de la gym, c'est que souvent, on a les étirements classiques pour avoir l'étirement à l'ouverture au niveau des épaules, pour avoir les grands écarts, pour avoir les beaux sauts, mais on n'étire pas toujours les quadriceps, on n'étire pas toujours les lombaires, on n'étire pas toujours les abdominaux. Et on a parfois des choses vraiment spécifiques à l'activité gymique, mais pas forcément en global. Donc ça, c'est peut-être des choses aussi à voir. Alors peut-être pas en quotidien, on n'est pas obligé non plus d'étirer tout le temps, mais sur des enfants qui sont vus comme ça toute la semaine, peut-être qu'une fois dans la semaine, ça vaut le coup d'avoir une séance où on vient vraiment chercher les trapèzes, où on vient chercher tous ces petits muscles qu'on ne viendrait pas forcément chercher autrement. Donc au niveau des étirements, vous allez avoir les étirements activo-dynamiques. Donc ça, c'est ce que vous faites assez facilement dans les échauffements à la gym. Donc, j'allume, on ne voit pas. C'est mieux. Ça monte régulièrement vers le siège du milieu. C'est parfait là. Et donc du coup, on va avoir donc ces étirements que vous faites assez facilement à l'échauffement. Et après, les étirements passifs, c'est des choses effectivement qui sont facilement faites en fin de séance en gymnastique, mais qui sont souvent privilégiés sur les éléments gymiques et peut-être un tout petit peu moins sur le carré des lombes, enfin tous ces petits muscles qui pourtant jouent beaucoup. Et c'est vrai que du coup, on va avoir un étirement du psoas, mais qui va être souvent spécifique, pareil, au grand écart, mais pas forcément dans toute sa longueur. Enfin voilà, peut-être des petites pistes. Tu peux passer, Adèle, du coup. Donc là, du coup, je vous ai remis des exemples des étirements. Donc l'idée, c'est d'avoir un allongement pas complet du muscle, d'avoir des contractions isométriques de 6 à 8 secondes et de faire l'exercice dynamique. Et après, sur la suite, c'est des étirements passifs que vous connaissez classiquement où on tient. Après, c'est pas noté là-dessus, mais c'est vrai qu'après, quand vous avez besoin de gagner de l'amplitude sur quelque chose, de contracter, relâcher, ça reste une super bonne technique de travail, mais qu'ils ne peuvent pas réaliser tout seuls quand ils sont petits. Je peux passer. Donc ça, c'est des exercices où vous allez maintenir ce que vous faites classiquement. Après, ça, c'est le type d'exercices qui sont plus montrés sur des enfants qui n'auraient pas l'habitude du tout de s'étirer. Mais c'est vrai que, par exemple, les pyramidaux, donc les muscles fessiers, ce genre de choses-là, finalement, à la gym, on ne le fait pas toujours non plus. Donc, c'est des petites choses qui peuvent un petit peu être revues à ce moment-là. Donc, du coup, en théorie, pour les enfants non gymnastes, entre 6 et 10 ans, il n'y a pas forcément besoin de les étirer parce qu'ils sont déjà souples. Ce qui n'est pas vrai pour la gym parce qu'ils ne sont pas assez souples pour la gym. Mais donc, c'est là aussi où il va falloir voir comment on étire de façon aussi à avoir... L'étirement, il va être important pour préserver la lésion, mais il ne faudrait pas que l'étirement, ça reste une lésion aussi. Donc, il faut faire attention derrière de ne pas être trop brutal. Il y a toute une polémique sur les étirements, notamment en course à pied. Quand vous faites de la course à pied, on ne vous dit surtout pas de grosses séances de stretching après. Parce que la course à pied va déjà péter des fibres musculaires, l'étirement va rajouter encore des fibres qui vont se casser.
et on serait dans la sursollicitation. Donc après, peut-être bien choisir le moment où vous faites vos étirements. Est-ce qu'après une grosse séance de muscu, c'est le bon moment? Pas forcément. Il y a aussi des petites choses comme ça où il faut trouver le bon équilibre, et ce sera pas le même pour tous les enfants en plus. Il y en a qui vont tolérer plus et d'autres moins, donc ça, c'est pas évident. Par contre, chez tous les enfants, et donc du coup, c'est encore plus vrai pour les gymnastes, entre 11 et 15 ans, c'est primordial. Parce que du coup, la gymnastique, c'est un des rares sports où on va demander un étirement et une contraction maximale en même temps quand vous faites un grand écart, enfin un saut écart en l'air. Vous avez et l'étirement du muscle et la contraction. C'est un des rares sports où vous l'avez. Tous les autres, ils vont être au rugby, ils vont se faire des plaquages, ils vont être en contraction pure et ils vont s'étirer en fin de séance, tout simplement. Et donc, les signes qui doivent vous alerter, c'est la persistance dans le temps d'une douleur. Une douleur qui revient. Elle est en train de vous faire un appel, elle est en train de vous dire toc, 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 je suis là, je ne suis pas partie. La douleur qui n'est pas calmée par le repos. Parce qu'il faut savoir que toutes les douleurs de croissance que vous allez retrouver au niveau articulaire, elles sont calmées par le repos. Et donc, du coup, un enfant qui vous dit j'ai mal pendant 3 jours, vous le mettez au repos pendant 3 jours et le lundi, il vous dit j'ai plus mal, il refait, il a mal, c'est que ça n'a pas cicatrisé et qu'il était vraiment sur une douleur de croissance. Et il n'est pas en train de vous faire du cinéma, c'est juste que le repos n'a pas été suffisant. Une douleur qui réveille la nuit, c'est toujours une douleur inflammatoire. Donc, il faut toujours faire attention. L'altération générale et la fièvre, là, j'en parle même pas, c'est forcément du coup consultation médicale. Et des fourmillements ou des douleurs de type brûlure, type sciatalgie, là, c'est pareil, on consulte à ce moment-là. Après, sur les autres douleurs, vous pouvez vous permettre de mettre au repos. C'est pas la peine d'aller irradier les enfants avec des radios toutes les 2 semaines non plus, on va rien leur apporter. Et surtout, si la personne ne sait pas, si la personne ne sait pas à quoi s'attendre, qu'elle n'a pas la connaissance, elle va parfois passer à côté. Donc voilà, la radio en plus, elle peut avoir 2 à 3 semaines de retard sur la clinique. C'est-à-dire que même si vous avez un très bon radiologue qui connaît bien la gym, qui sait ce qu'il va chercher, c'est possible que l'enfant se plaigne de la douleur et que ça ne se voit à l'image que 2 ou 3 semaines après. Donc, il faut se poser la question des radios à tout prix. Donc l'importance des séances de récupération, de détente et de relaxation, je pense que c'est peut-être plus fait quand ils sont plus grands, peut-être un peu moins quand ils sont petits, mais c'est là qu'on doit leur poser les bases de la respiration et des choses comme ça, et notamment quand on va parler du périnée. Le but, c'est de pas d'arriver avec des enfants à 12 ans qui sont complètement figés et qui ne savent plus. Je sais bien qu'à la gym, on a besoin d'être gainé, on a besoin d'être droit, on a besoin d'être beau, mais il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut pouvoir savoir se mettre sur le canapé et complètement se relâcher. Et là, ils ne le savent pas forcément. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que vous devez leur apprendre. Donc du coup, voilà, l'intérêt, comme je disais avant, on peut se poser la question de l'intérêt de varier les pratiques sportives. Comment vous pouvez trouver d'autres choses qui peuvent allier du ludique et en même temps travailler des muscles d'une façon différente et peut-être être un peu moins des fois dans la répétition aussi et puis soulager un peu les articulations à ce moment-là tout en stimulant la musculature. Du coup, on va passer sur la suite. Donc, justement, c'est ce que je vous disais avant. Nos enfants gymnastes, on leur apprend à se gainer, à rentrer le ventre, serrer les fesses. On ne va pas faire un salto tendu en étant comme une spaghetti. Néanmoins, on se rend compte que justement, ces enfants, quand on les a en rééducation pour des problématiques de douleur de dos ou de périnée, donc périnée, ça peut être des fuites. Quand plus tard, ça peut être des pesanteurs ou des choses comme ça. C'est des personnes qui ne savent pas respirer. Ils sont complètement figés avec une cage thoracique complètement bloquée. Et ça augmente les douleurs au niveau du dos, le manque de mobilité au niveau des hanches. Et ça ne vous aide pas non plus. Donc finalement, perdre un peu de temps pour leur apprendre à respirer et solliciter les muscles profonds, ça peut vous en faire gagner sur d'autres choses. Sachant qu'au niveau des fuites urinaires, on sait quand même que les gymnastes sont un public très touché. Elles ne sont pas forcément toutes à le verbaliser. Et peut-être que ça peut être une cause d'arrêt précoce de la gymnastique à un moment donné si elles n'ont pas la facilité d'en parler. Et je pense qu'il y en a certaines qui arrêtent parce que on a marre de se pisser dessus. Quand vous êtes en compétition, si vous avez 13-14 ans, on n'a pas beaucoup de solutions à proposer si on n'arrive pas à corriger les choses. Et donc, si elles ne le disent pas et qu'elles ne le savent pas, c'est un peu un cercle vicieux. On va avoir aussi le fait de ne pas savoir respirer correctement et se relâcher. On peut avoir une baisse, un ralentissement du transit et puis une constipation qui va s'y mettre et donc une mauvaise assimilation des nutriments. Donc, vous allez pouvoir avoir des enfants qui vont manger correctement, mais qui pour autant ne garderont pas toutes leurs vitamines et finalement, ça ne sert un peu à rien, ça ne fait pas soi. Et donc, du coup, tous ces critères-là vont augmenter le risque d'infection urinaire chez la petite fille. Si elle fait une infection, elle n'est pas en forme. Si elle n'est pas en forme, elle ne travaille pas bien et puis on n'avance pas. Donc voilà, je vous ai mis, et celle-ci, je l'ai retrouvée dans un cours justement que j'ai fait, que j'ai suivi sur tout ce qui était gymnastique abdominale.
Et quand j'ai vu ce schéma-là, je me suis dit, mais ça, c'est des gymnastes, c'est typique. Et du coup, elles sont clairement en fait bloquées en inspiration. Elles respirent avec le haut parce qu'il faut toujours rentrer le ventre. Et donc, elles ne savent plus. Et donc, en fait, vous voyez qu'au niveau lombaire, il y a complètement, les forces elles vont vers le haut et vers le bas. Il n'y a rien qui se met au milieu. Il y a tout qui va sur l'abdomen. Et du coup, cet abdomen hyper puissant va pousser sur le périnée. Donc, on va avoir des troubles statiques qui ne vont pas aider à la performance, plus tous les troubles qu'on a décrits juste avant. À quoi ça sert les abdominaux d'une façon générale? Ça va servir à envelopper et protéger les organes abdominaux, des organes de l'abdomen, pardon, donc tous les viscères, à participer à la respiration. Il faut savoir que un des premiers rôles des abdominaux, c'est d'être des muscles expirateurs. On a souvent tendance à dire que ça protège le dos, mais ça nous aide surtout à respirer. Le travail du transverse, par son relâchement, par sa contraction, va permettre de refouler le diaphragme et donc d'avoir une bonne respiration. On sait tous que si on ne respire pas, ça va poser un souci à un moment donné. On a la fixation de la colonne vertébrale, du gainage, ce qui est intéressant pour vous aussi. La protection du rachis, ça va permettre d'anticiper, de transmettre et d'amplifier les forces. C'est produit par les membres, pardon, ça protège le périnée. Et puis, il va y avoir une gestion de la pression intra-abdominale. Vos petites filles, et alors les garçons ne vont pas avoir ou rarement de fuite urinaire, par contre, ils peuvent avoir des hernies inguinales. C'est ça qu'on va retrouver chez le garçon avec des problèmes de gestion de l'abdomen. Alors, ils peuvent l'avoir pendant l'activité ou plus tard quand ils sont plus âgés. Et donc, du coup, chez les gymnastes qui vont présenter des incontinences urinaires, on n'aura pas un périnée qui sera trop faible. On a des périnées qui sont hyper puissants, mais des abdos qui sont encore plus. C'est une gestion de pression qui est complètement comme un caisson où tout va vers le bas et elles savent plus souffler, elles font en apnée. Pour leur décharge, c'est extrêmement difficile de gérer sa respiration sur l'acrobatie. Et c'est pour ça qu'il faut travailler la respiration sur de la répétition, sur des gestes analytiques pour que ça s'automatise sur le reste. Et du coup, si c'est déjà pas maîtrisé, et franchement, je pense que si on couche 15 gymnastes ici par terre, je ne sais pas si on aura une ou deux qui respireront correctement, elles vont être complètement figées, le ventre partira pas parce qu'on leur a dit qu'il ne faut pas sortir le ventre. Donc, du coup, vous avez les abdominaux que vous connaissez tout aussi bien que moi. Donc, on va avoir les obliques internes, externes et le muscle droit de l'abdomen. C'est ceux que les gymnastes vont le plus solliciter. C'est ce qu'ils vont utiliser pour faire leur vrille, c'est ce qu'ils vont utiliser pour faire leur salto. Et puis, en dessous de ça, on a le transverse de l'abdomen qui est très boudé, en fait, chez les gymnastes. Elles ne le recrutent pas. Parce qu'il y a une forte puissance des muscles superficiels. Et donc, en fait, quand on leur demande de creuser le ventre, elles ne savent pas creuser le ventre. Elles le durcissent. Elles vont faire des tablettes de chocolat à coup sûr. Vous leur demandez d'effacer. Quand ils sont tout petits, ça marche encore. Ils vont venir chercher l'estomac en dessous des côtes. Mais dès qu'ils grandissent, après, ils vont vous faire les tablettes, ils sont tout contents. Mais ils ne savent pas rentrer le ventre. Et donc ça, en fait, il faut savoir que le transverse de l'abdomen, il travaille en synergie avec le périnée, donc il va créer une contraction réflexe du périnée. Et on va avoir tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire les contractions anticipatoires du périnée. Et donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire de la course à pied, par exemple, au moment de lever, vous avez une contraction du transverse qui crée une contraction du périnée sans que vous y pensiez. Sauf que si vous ne sollicitez pas de votre transverse, eh bien, il n'y a pas de contraction du périnée. Et donc, à force, on a un périnée qui subit des impacts au lieu de les renvoyer. Donc là, du coup, ça reprend la même chose qu'on a dit, mais c'est plus spécifique, du coup, au transverse de l'abdomen. Donc, c'est ce muscle qui part sur la colonne vertébrale, qui fait tout le tour, qui revient de l'autre côté, qui va s'insérer sur le pubis et sur les côtes et sur l'apophyse glyphoïde. Donc, on a une contention viscérale, c'est ce qui va tenir effectivement, et c'est ce qui va donner cet effet ventre plat. Quelqu'un qui a un abdomen qui part totalement en avant, il a un transverse a priori peu compétent. Quelqu'un qui tousse. En fait, là où on peut regarder la compétence aussi d'un. Alors, après, les muscles superficiels, des fois, prennent le relais. Mais quand vous regardez quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui a un abdomen avec un transverse compétent, le ventre ne part pas vers l'avant. Et donc, du coup, il va y avoir aussi la tension de la ligne blanche. Et ça, c'est aussi important de savoir le contracter et le relâcher, notamment quand elles envisagent des grossesses, quand elles deviennent des femmes. Et on ne peut pas l'oublier ça non plus, parce que c'est des gymnastes aujourd'hui, que ce soit nos petits garçons qui sont là ou. Mais un jour, ce sera des hommes et des femmes. Et le but, c'est que la gym, ce soit une belle expérience dans leur vie et pas du tout un boulet qu'ils vont tirer derrière avec plein de conséquences et de séquelles dans leur vie. Donc, l'expiration forcée, elle va être gérée aussi par le transverse et il va vous aider lors de l'expulsion, la défécation, l'accouchement. Nous, ce qui va nous intéresser plutôt chez les petits, c'est la défécation. Ce qu'on remarque aussi, c'est que non seulement c'est des enfants qui sont tout contractés, qui ne savent pas se relâcher, qui ne se mettent pas assis sur les toilettes parce qu'on leur a dit qu'ils risquaient une infection urinaire, et en plus, ils n'ont jamais le temps d'aller aux toilettes.
Et on a tendance, en tant que personne, grande personne et entraîneur, à leur dire dépêche-toi. Et si effectivement je peux vous souffler quelque chose, c'est de leur dire ne joue pas aux toilettes, fais ce que tu as à faire, mais ne joue pas. Mais d'essayer de ne pas leur dire de se dépêcher. Parce qu'en fait, ces enfants-là, sinon, ils ne vont pas s'asseoir sur les toilettes. Je vous mets au défi d'aller faire vos selles sans vous poser quelques minutes. À un moment donné, c'est juste pas possible. Vous allez repousser le besoin. Ce qui fait que quand on repousse le besoin, l'ampoule rectale qui est censée envoyer l'info au cerveau qui a des selles et qui faut aller à la selle, bah, vous allez l'inhiber parce qu'il y a autre chose à faire et que c'est plus important parce qu'il y a l'exercice et parce qu'on est motivé. Et donc, c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans le cercle de la constipation. Qui ne sera pas forcément symptomatique. Hein. L'enfant ne va pas forcément vous dire moi, je ne fais pas caca, il va être content. Hein. S'il va une fois par semaine, en plus, il va tranquille chez lui le dimanche et qu'il n'a pas donné la place de la semaine, il va être content. Sauf que d'un point de vue abdominal, c'est embêtant et d'un point de vue immunitaire aussi. Parce que du coup, bah, c'est quand même dans notre intestin que tout notre système immunitaire se renouvelle et que tout se fait. Donc, à un moment donné, c'est quand même hyper important. Donc, ça, c'est vrai que c'est des petites choses, leur dire ben voilà, quand tu es aux toilettes, tu t'assois correctement, tu prends le temps de faire pipi. Si tu as besoin de faire plus, eh ben, on t'attend. Voilà, leur dire qu'ils ne doivent pas jouer, c'est très important. À un moment donné, les toilettes, c'est pas fait pour aller faire des conneries dedans. De quoi? Lire la BD. On lit pas la BD aux toilettes, on ne prend pas d'occupation aux toilettes, ça c'est une certitude. Il ne faut pas prendre d'occupation aux toilettes, pardon, on ne joue pas à Candy Crush. Et il y a une expression en fait toute bête, c'est l'expression comment allez-vous, elle vient à l'époque de Louis XVI ou Louis XIV, je ne sais pas lequel, parce qu'on lui demandait comment allez-vous à la selle. Et en fait, s'il allait bien, et ben, c'est parce qu'il allait bien à la selle. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est tout un rythme. Et en même temps, on sait que nos enfants doivent bien manger parce qu'ils doivent accumuler tous les nutriments, mais on ne pense pas au fait qu'ils doivent bien éliminer aussi. À un moment donné, votre poubelle, chez vous, si vous la remplissez, que vous faites bien du tri, mais que vous ne la videz jamais, vous êtes bien d'accord avec moi qu'à un moment donné, il va quand même y avoir un souci à cet endroit-là. Donc, comme je vous le disais, chez les gymnastes, il y a une utilisation dominante des abdominaux superficiels et il n'y a pas beaucoup de recrutement du muscle transverse. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut essayer de leur faire sentir et c'est creuser le ventre, ne pas le durcir. Donc du coup, on a une augmentation du risque d'incontinence, notamment chez la petite fille, un risque de constipation et aussi des douleurs lombo-pelviennes. Parce que l'air de rien, un transverse qui ne fait pas correctement son boulot, ça va vraiment jouer sur les douleurs lombo-pelviennes. Donc après, sur le risque de constipation, ça touche aussi bien les garçons que les filles. Après, de par leur proximité génitale du rectum et du vagin chez la fille, forcément, il y a plus de risques à ce niveau-là. Mais c'est vraiment pas parce qu'elles se mettent assises sur les toilettes qu'elles risquent d'infection urinaire. C'est la constipation qui va être à l'origine, mais absolument pas le fait de s'asseoir. Donc ça, c'est vrai que c'est de moins en moins répandu, mais on avait quand même nos grands-mères qui nous disaient surtout ne te mets pas assis, tu vas avoir une infection urinaire, ou ne te mets pas assis sur quelque chose où c'est froid, tu vas avoir des hémorroïdes. Il y a quand même encore des idées de grand-mère qui circulent. Donc voilà, un enfant, ça doit se mettre assis. Et idéalement, ça devrait même, pour aller à la selle, avoir les pieds relevés sur un tabouret. Ça, c'est vrai qu'on ne trouve jamais ça dans les gymnases. Alors, si déjà les parents arrivent à le faire à la maison, après, idéalement, quand vous avez effectivement des enfants qui sont dans des rythmes d'entraînement par semaine qui sont très importants, c'est vrai que l'idéal, c'est de sensibiliser les parents. Et on peut entraîner en fait un intestin de la même manière que quand vous avez un animal à la maison. Alors, c'est plutôt les chiens avec lesquels on fait ça. Si vous l'habituez à sortir à telle et telle heure, il va faire ses besoins à telle et telle heure. Si vous habituez un enfant à le présenter aux toilettes matin et soir, parce que le midi, en général, ils ne sont pas avec les parents, après le petit déjeuner et le repas du soir, vous pouvez très bien réussir à régler l'enfant de cette manière-là. Mais ça, faut-il encore que les parents le sachent et puis que ça soit pris en compte. Donc, du coup, ça, il faut leur demander, pendant une certaine période, d'aller le matin et le soir et de mettre une petite gommette quand ils ont réussi. Et s'ils se rendent compte que c'est et le matin et le soir, il faut continuer à faire les deux. Mais si, par exemple, le matin, c'est toujours le cas et que le soir, il n'y a pas, ils continuent à se présenter spontanément. Ils finissent de manger le petit déjeuner, ils vont aux toilettes, ils attendent quelques minutes. Alors, il faut en général au minimum 3 minutes de relaxation pour pouvoir déféquer tranquillement. Mais on ne reste pas pendant un quart d'heure. Je veux dire, s'il n'a pas réussi, il remballe tout et puis il continue ce qu'il a à faire. J'avais déjà lu ce truc-là, de lever les genoux. En fait, c'est hyper important. Tout le monde. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas sorti de schéma au niveau du périnée, mais en gros, tu as le pubis qui est là, il y a le sacrum qui est là, et donc tu vas avoir les muscles du périnée qui vont faire le tour du vagin, de l'urètre, donc le canal pour uriner, du vagin, du rectum, et qui vont venir s'insérer sur le sacrum, sur le coccyx. Et en fait, le muscle qui s'insère entre le pubis et qui s'insère au niveau du rectum, c'est lui qui assure la continence. Et donc, en fait, c'est par sa tension qu'il vient crocheter en fait, le rectum et il le met en tension.
Et donc, en fait, quand on se met dans cette position-là, on vient faire relâcher le tubo rectal et c'est ça qui fait que finalement, s'il y a un sphincter externe qui maintient la continence, et tu vas avoir des gens qui vont chirurgicalement avoir une lésion de ce sphincter, s'ils ont un bon muscle, ils peuvent être continents. Par contre, si tu as un bon sphincter mais que le muscle est foutu, ils seront plus continents. Et en fait, c'est que du coup, c'est que tu libères la tension et donc ton rectum qui est coudé, il devient droit et donc l'évacuation est beaucoup plus facile. Donc en fait, c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants. Et comment font les Turcs? Bah, eux, ils sont parfaits, ils sont comme ça. C'est génial. Bah, alors moi, je triche, je mets comme ça. Et c'est pas bon. Ah bah non, tu mets comme ça. Ouais. Je ne regarderai pas la vidéo. Moi, j'ai un marchepied pour Nadia pour casser les mains. Et bien, du coup, tu prends le marchepied et tu le tires jusque. J'ai encore un marche. Et ben, c'est ça qu'il faut que tu prennes et tu le mets devant les toilettes. Et tu veux pas se dire. La comble. Donc, du coup, quoi faire? C'est effectivement apprendre la respiration abdominale aux enfants. Et la respiration abdominale, ça ne veut pas dire venir rétroverser le bassin. Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait absolument rétroverser le bassin, qu'il fallait absolument pas de lordose. Mais la lordose, elle est physiologique de la même manière que la syphose dorsale et la lordose cervicale. Donc, on peut travailler sur un bassin qui est droit. Et l'objectif, c'est justement de savoir faire les choses dans plein de positions différentes. Donc, savoir creuser le ventre et pas forcément le contracter, s'asseoir, à prendre le temps, et puis relever les genoux pour aller à la selle. Et puis, un corps qui va bien, c'est aussi un corps qui sait se contracter, comme on l'a dit, mais qui sait aussi se relâcher. Quelqu'un qui est incapable de se détendre, à long terme, c'est une catastrophe. La plupart des pathologies chroniques qu'on va rencontrer, qui n'ont rien à voir du coup avec la gym, mais qu'on rencontre dans les cabinets et qui ont des douleurs qui ne passent pas, c'est des gens qui sont incapables de relâcher leurs muscles. Alors, ils ont souvent un manque cruel de musculature, mais le peu qu'ils ont, ils sont comme ça, ils ne bougent pas, quoi. Donc, c'est vraiment important de savoir les faire relâcher. Du coup, comment préserver le capital santé de nos gymnases? Donc, il y a déjà tous les éléments qu'on a abordés sur les musculatures, mais il y a aussi effectivement la nutrition. Alors, encore une fois, je vais essayer de vous donner des grandes lignes. Je sais bien que chacun fait du mieux qu'il peut. Maintenant, c'est vrai qu'on fait mieux si on sait ce qu'on peut faire. Après, le but, c'est absolument pas de donner un truc bien précis, mais c'est d'avoir des grandes lignes. Donc, ce qui est hyper important, c'est de surtout ne pas supprimer le gras chez les enfants. Mais chez le gras, il faut vraiment différencier parce que pendant longtemps, on a dit non, il ne faut surtout pas manger gras, il ne faut surtout pas manger d'huile. C'est hyper mauvais. Alors là où je suis d'accord, c'est que le gras cuit n'a aucun intérêt. Par contre, le gras cru est essentiel. On va revenir dessus après. Donc, du coup, il y a un apport qui est insuffisant dans notre alimentation générale, mais que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, c'est les oméga 3. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans les huiles de colza, de noix ou d'huile d'olive, mais je vais vous le remettre tout ça après aussi. Et donc, il ne faut pas éliminer le sucre non plus, parce qu'il faut savoir que le sucre, c'est le carburant et de notre cerveau et de nos muscles. Donc, à un moment donné, je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'ils s'empiffrent de bonbons et de chocolat tous les jours, mais à un moment donné, il ne faut surtout pas les priver, parce que c'est de ça de quoi leurs muscles vont avoir besoin pour avancer. Donc, un apport en rapport avec l'intensité de l'activité. Donc, s'il fait 35 degrés et qu'ils sont en train de suer parce que vous avez fait un cardio training, bah, vous pouvez les faire vraiment boire à ce moment-là. Et donc, du coup, ça inclut, du coup, s'ils s'hydratent bien, qu'il faut aussi qu'ils aient éliminé à ce moment-là. Alors, bien sûr que s'il fait 35 degrés, il y a des choses qui vont s'éliminer par la sudation, mais il faut aussi leur permettre d'aller correctement uriner à ce moment-là. Je ne sais plus si je l'ai noté après, derrière ou pas. C'est intéressant d'avoir une eau sucrée pour les enfants. Il n'y a vraiment aucun souci avec le fait, alors pas un coca, pas quelque chose de pétillant qui serait difficile à digérer, mais mettre un sirop ou un peu de sucre dans une boisson, c'est vraiment aucun problème. Alors, il y a toutes les boissons spécifiques au sport que vous allez trouver qui n'ont pas trop de goût. Voilà, je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle, mais qui vont être très coûteuses, qui vont être difficiles à boire, ils ne vont pas vouloir le boire. Et franchement, j'ai un enfant, on peut vraiment se permettre de mettre un peu de sirop, il n'y a vraiment pas mort d'homme. Après, je ne parle pas de boire du sirop matin, midi et soir à table. Voilà, c'est vraiment pendant l'activité. On peut boire quelque chose de sucré sans aucun souci. Vaut mieux un petit sirop ou un petit sucre, parce que le problème, c'est que quand vous prenez un jus de fruits, même s'il est pressé correctement, vous allez avoir une quantité de sucre qui va être beaucoup plus importante. Et là, après, il faut la digérer. Il ne faut pas non plus tomber dans des travers, mais voilà, on peut passer. Donc, du coup, pourquoi je vous parle de la nutrition et de l'intestin? C'est parce que l'activité physique, elle a beaucoup de bienfaits, mais pas que. En fait, il faut savoir que quand vous allez faire du sport, vous allez créer ce qu'on appelle une ischémie intestinale. Donc, ça veut dire que tous vos organes vont s'adapter à l'activité physique. Votre cerveau, votre cœur, votre foie, enfin tout le monde, au bout d'un moment, vous avez une adaptation et c'est pour ça qu'on voit que les sportifs changent au fur et à mesure parce qu'ils s'adaptent.
L'intestin, lui, malheureusement, il ne s'adapte jamais. Parce qu'en fait, les entérocytes, qui sont les cellules de l'intestin, elles ont une durée de vie de 3 semaines. Et du coup, 3 semaines, c'est le temps qu'elle a besoin pour s'adapter. Donc, en fait, votre intestin, quand il a enfin compris comment s'adapter à l'activité physique, les cellules, elles sont avalées, nettoyées par les phagocytes et tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est des nouvelles cellules qui arrivent et qui ne savent de nouveau pas comment faire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin, en fait, de cet intestin. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec des micronutriments, des compléments alimentaires ou des probiotiques. On ne va pas rentrer dans ça, ce serait beaucoup trop compliqué. Il faut que ce soit très personnalisé. Mais c'est important de le savoir. Un enfant que vous avez, que vous suivez, qui démarre une saison qui est bien et qui vous fait des rhumes toutes les 2 semaines et qui ne s'en sort pas, c'est qu'au niveau immunitaire, ça ne se passe pas bien. Sauf que l'immunité, elle se passe dans l'intestin. Donc, à un moment donné, au lieu de fouler des antibiotiques qui vont faire Karcher au niveau de l'intestin, peut-être qu'il faut réfléchir autrement. Et donc, du coup, voir est-ce qu'il mange suffisamment, est-ce que ce qu'il mange, finalement, est-ce qu'il le garde, est-ce qu'il prend tout, ou est-ce que son intestin fonctionne comme une passoire? Parce qu'en fait, l'ischémie intestinale, ce qu'elle fait effectivement, c'est qu'elle crée une sorte de porosité au niveau de l'intestin, qui fait qu'on pourrait avoir quelqu'un qui apporte tout ce qu'il faut, mais il en garde que la moitié, voire moins. Et donc, du coup, il y a un intérêt d'apporter du zinc, donc on peut en trouver dans des aliments, on peut en trouver en complément. Et je pense qu'à partir de 6-7 ans, on peut leur apporter de la glutamine aussi. Pareil, on peut chercher dans des aliments ou ça peut être des compléments alimentaires en fonction du profil. Il faut savoir que tous les gymnastes que vous allez avoir ne vont pas avoir le même patrimoine génétique. Alors, soit au niveau musculature, mais aussi au niveau immunitaire. Et vous pouvez avoir un gamin qui a une super morphologie, qui a plein de choses super et plein de performances possibles, sauf qu'il a peut-être un papa qui a eu un cancer ou une grand-mère qui a eu un cancer, et il a peut-être une maman qui a une maladie auto-immune. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ce terrain qui est un peu moins bon, on ne peut pas le contrôler, mais il faut le gérer différemment. Et vous pourriez très bien avoir un enfant qui a un petit peu moins de compétences au départ, mais qui a un profil génétique où il n'a jamais eu de cancer dans sa famille, il n'a jamais eu de pathologie un peu comme ça, et qui finalement va démarrer plus lentement, mais qui va tenir sur la durée parce qu'il sera mieux préservé et qu'il va tenir plus le coup parce qu'il n'aura pas certains coups durs à ce niveau-là. Donc là, c'est ce que je vous ai mis au niveau de l'hyperperméabilité. Donc vous avez l'intestin et donc du coup qui va être agressé finalement par l'activité physique. Attention, hein, il est bien plus agressé par pas du tout d'activité physique et du soda et des chips. Hein, on n'est pas en train de dire le contraire. Mais donc du coup, ça va être l'ouverture en fait à avoir une mauvaise absorption des nutriments. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des enfants qui mangent correctement mais qui absorbent pas tout. Et vous avez effectivement quand il y a un terrain auto-immun ou des choses comme ça avec des choses génétiques qui sont descendues, des choses qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Et donc, on va avoir, on ne voit pas trop bien en dessous, mais il va y avoir des intolérances alimentaires qui peuvent se déclencher à ce moment-là. Et un enfant, on va vous dire, il est allergique au gluten. Alors, les vraies allergies au gluten, c'est très, très rare. Donc, un enfant qui vient et qui vous dit, moi, je ne mange plus de gluten, je ne mange plus de viande parce qu'on m'a dit que j'étais allergique, attention. Parce que les vraies allergies au gluten, c'est une pathologie qu'on retrouve dans une prise de sang. Et c'est, je crois, 6% de la population. Et en général, avant qu'ils arrivent chez vous, ils le savent déjà. Donc, par contre, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une intolérance transitoire au blé. Et donc, dans ce cas-là, voilà, c'est juste important, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est important qu'ils soient suivis à ce moment-là. Et voilà, faites attention si les enfants se plaignent de ballonnement. Un enfant, ça ne doit pas avoir mal au ventre. S'il vous dit, quand j'ai mangé, j'ai un peu du mal à digérer, il faut qu'on se pose la question pourquoi. Et peut-être que ça peut passer par l'éviction de certains aliments pendant une période, mais surtout pas à long terme et surtout pas tout. Quand on enlève quelque chose, on enlève éventuellement un aliment. Et après, quand on a des enfants d'origine africaine, il faut quand même savoir que la population africaine est dépourvue de lactase. C'est l'enzyme qui est capable de digérer en fait le lait. Donc, en fonction de depuis combien de générations ils sont en France, ils ne vont pas digérer de la même manière les produits laitiers. Donc, à voir aussi si ces enfants-là, ils ont le même régime parce qu'ils sont en internat ou j'en sais rien et qu'on leur fait manger des yaourts matin, midi et soir alors qu'à la maison, ils n'en mangeaient pas du tout. S'il y a une baisse de performance parce qu'il y a eu un changement à ce moment-là, il faut se poser la question. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes d'origine africaine ne peuvent pas digérer, mais c'est effectivement les personnes d'origine africaine et d'origine asiatique n'ont pas la même alimentation de base que nous. Donc, on n'est pas prêt à faire les mêmes choses. Nous, aujourd'hui, vous nous mettez une alimentation qu'à base de soja comme en Chine, on va tous être malades. Hein. C'est clair et net, on n'est pas fait pour. Donc, attention aussi, alors c'est peut-être moins le cas sur le public qu'on va avoir là, mais c'est vrai que quand il y a des changements de structure et qu'il y a un changement alimentaire, si l'enfant d'un coup d'un seul, il chute au niveau performance, on va lui poser la question, est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que, voilà, parce que c'est des petites choses qui peuvent arriver.
L'autre chose qui arrive quand on fait de l'activité physique, c'est le stress oxydatif. Donc ça, c'est une réaction tout à fait physiologique du corps. On a tous du stress oxydatif, mais de façon plus ou moins importante. Qu'est-ce qui va créer de façon plus conséquente en fait ce stress? Le tabac, la pollution, l'inflammation, les infections, un déficit du système immunitaire, le stress, et on sait que les sportifs vont quand même en vivre d'une certaine manière, le vieillissement, les UV et une hygiène de vie déséquilibrée. Attention, chez les petits qui s'entraînent beaucoup comme ça, on peut vite tomber dans une hygiène de vie déséquilibrée alors qu'on n'est pas du tout en train de vouloir le faire. Ça peut être vite, on peut vite tomber là-dedans. Donc du coup, ce qui est hyper important, la meilleure lutte en fait contre ce stress oxydatif, c'est les fruits et les légumes. C'est eux qui contiennent le plus d'antioxydants naturels. Donc on n'est pas obligé de passer sur un complément alimentaire à ce moment-là, mais il faut veiller à ce qu'ils aient leur portion de fruits et légumes quotidiens. Et du coup, ça peut être aussi apporter de temps en temps, prendre l'habitude de ramener des fruits secs au gymnase, en faire goûter un petit peu. Ils vont voir que le copain en mange, ils vont peut-être en goûter un petit peu. Et les fruits secs, ils ont un très, très gros apport pour calmer un peu les choses. Alors, ils sont très sucrés, c'est vrai, mais s'ils sont en plein milieu de leur activité et qu'ils vont manger 3-4 fruits secs, ils ont un hyperglycémie, ils finiront obèses à la fin de l'année. Donc, voilà. Je peux passer. Donc, l'activité physique, ça génère une production d'O2 et donc, du coup, ça génère du stress oxydatif. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les fruits et les légumes qui en contiennent le plus. Et le fer, c'est aussi un très puissant micronutriment qui va aider à lutter contre ce stress oxydatif. Donc, attention, on a beaucoup de modes sur les régimes végétariens, végétaliens, véganes. Je ne sais pas si on le voit chez les tout petits comme ça ou si vous voyez dans les clubs, mais quand il y a une activité physique comme ils la font, enlever toute la viande, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Alors, ce n'est pas vous qui allez venir dire aux parents ce qu'ils doivent faire, mais on peut quand même leur souffler à l'oreille que voilà, c'est peut-être pas compatible avec l'activité et que parce qu'il y a vraiment de grosses carences en vitamines. Alors, il n'est pas obligatoire de manger de la viande tous les jours. On peut choisir la façon dont on la mange. On peut choisir la qualité, on peut choisir plein de choses, mais l'enlever complètement chez un enfant qui fait l'activité physique comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, du gras essentiel pour la bonne santé. Le jour, dans un restaurant, j'ai vu sur leur affiche, le gras, c'est la vie. Je crois qu'ils ont raison. Donc, par contre, les huiles cuites n'ont aucun intérêt. Donc, les frites, clairement, c'est du plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en manger, mais c'est le repas plaisir. Il n'y a pas d'intérêt nutritionnel à manger une portion de frites. Donc, les huiles non cuites, c'est quotidien. Et normalement, c'est 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, par personne, et 2 cuillères à soupe d'huile de noix ou de colza par jour. Un des trucs qu'on ne fait plus trop en France, mais qui devrait, alors dans les cantines, ils le font quand même, c'est de remettre l'entrée. Parce que quand vous avez une crudité, vous avez du coup un assaisonnement. Dans cet assaisonnement, vous avez les huiles non cuites. Et il faut savoir que les vitamines de nos crudités, c'est liposoluble. Donc, ça veut dire qu'on ne va les assimiler que s'il y a du gras avec. Donc, manger une carotte crue, ça a beaucoup moins d'intérêt que la manger en salade. C'est un peu con de se priver de la vinaigrette alors qu'elle nous apporte des choses. Donc, il ne faut jamais chauffer autre chose que l'huile d'olive ou du beurre. Et il faut préférer les cuissons à basse température. Parce que quand vous allez faire bouillir comme votre friture ou vous allez faire du popcorn, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Et en fait, ça va transformer les acides gras qui n'étaient pas forcément mauvais pour la santé en acides gras transformés qui, du coup, deviennent des agresseurs. Encore une fois, hein, vous mangez ça le dimanche midi au milieu d'une alimentation, ça va se noyer, il n'y a pas de problème. Manger ça tous les jours, toute l'année, midi et soir, ça va être plus problématique. Donc, oméga 3 et vitamine D, c'est là où il va falloir faire attention parce qu'en fait, il faut savoir que la vitamine D, aujourd'hui, on est tous carencés. Donc, tous les petits gymnastes, toutes les personnes qui suivent ici, on est tous carencés. Et aujourd'hui, les normes qu'on retrouve dans les labos, elles ont vocation à évoluer. Aujourd'hui, quand vous faites une prise de sang, c'est déjà possible qu'on vous dise que vous soyez en dessous de la norme, mais en fait, vous êtes en dessous de la norme parce que les normes d'aujourd'hui sont trop basses. Et la vitamine D, c'est ce qui va permettre d'avoir un os fort et ça agit aussi dans le système immunitaire. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'on devrait presque, alors, soit on s'amuse à faire une prise de sang pour savoir vraiment combien ils sont, ou alors on les complémente d'office avec des gouttes tous les soirs. C'est vraiment les gouttes comme chez les bébés qu'on donne, et on mange ça pendant le repas, et on risque rien du tout. On ne fera pas une surdose de vitamine D, mais surtout, on ne sera pas en carence. Et donc, les oméga 3, c'est ce que vous allez retrouver dans l'huile de colza, l'huile de noix, et dans les petits poissons gras type sardines, maquereaux et tout ça. Donc, ce qui n'est pas forcément beaucoup mangé par les enfants.
Donc, les huiles, c'est assez facile à rajouter parce qu'après, je vous ai parlé des salades ou des choses comme ça. Alors, l'huile de colza, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'elle a un goût un peu plus fort, mais l'huile de noix, en rajouter un filet sur des légumes ou des pâtes cuites, c'est pas gênant en soi, ils vont l'avoir à ce moment-là. Les petits poissons gras, c'est plus difficile à apporter. Donc, on peut se poser la question d'une complémentation à ce moment-là. Vous avez certaines marques qui font des petits compléments. Moi, j'avais déjà acheté pour les enfants, c'est des petits poissons gélifiés, c'est un complément alimentaire où il y a de l'oméga 3 dedans. Voilà, c'est vrai que quand on ne peut pas forcément contrôler ce qu'ils mangent à la cantine, des choses comme ça peut être intéressant. Ah non, pareil, hein, vous ne pouvez pas aller voir les parents et leur dire il faut que, on peut leur proposer. On peut passer. Donc le magnésium, ça c'est pareil, je pense que 1 ou 2 fois par an, on pourrait presque leur mettre d'office, mais alors surtout si jamais ils se plaignent de crampes la nuit ou la paupière qui fascicule comme ça, là, ça c'est sûr, il manque de magnésium. Sauf que le magnésium, le muscle il en a besoin pour faire sa contraction. Donc à un moment donné, on ne peut pas lui demander de se renforcer, de gagner en masse musculaire, même s'il gagne d'une certaine mesure la masse, mais vous avez qu'il gagne en force, s'il manque de magnésium. Donc pareil, après, dans les aliments, il n'y a pas un aliment qu'il faut ou qu'il ne faut pas. L'idée, c'est d'avoir de tout et le plus de variations possible. Donc l'équilibre acido-basique tissulaire, c'est l'apport, en fait, tout ce qu'on va manger, peu importe l'aliment qu'on mange, va avoir une charge acidifiante pour notre corps. Donc ça veut dire que ça va le mettre en difficulté. Et les seuls aliments qui vont avoir une charge basifiante, c'est les fruits et les légumes. Donc c'est pour ça que pour le coup, les 5 fruits et légumes par jour, c'est vraiment pas idiot. Maintenant, c'est pas toujours facile. Les enfants, quand ils partent le matin à 7 h à l'école, leur mettre un fruit, s'il n'est pas coupé, des fois, ils ne veulent pas le manger. Mais si vous le coupez, le temps qu'ils le mangent à 4 h, il sera déjà complètement ranci. Donc, c'est pas facile. Voilà. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est ce qu'il nous faudrait. Donc là, vous avez mis la pyramide du régime méditerranéen parce que c'est celui-ci qui a vraiment été validé et je pense même qu'il est rentré dans le patrimoine mondial. Parce que c'est celui qui nous correspond le mieux. Donc, vous avez la pyramide en bas avec l'activité physique. Ça, c'est bon, on est bon, ils en ont assez. Et donc, du coup, vraiment une grande quantité de fruits et de légumes. Et après, les poissons et les fromages et les viandes. Donc, ce régime-là, il est intéressant. Alors, on ne devrait pas parler de régime parce qu'il est hors de question d'être un enfant au régime. C'est un mode de vie. C'est vraiment, ils appellent ça régime méditerranéen, mais c'est vraiment une façon de consommer qui peut être intéressante. Donc, comme je disais, jamais mettre un enfant au régime, surtout pas avec les activités qu'ils font. Je pense qu'en plus, parler de ce genre de choses, c'est peut-être même les frustrer plus qu'autre chose. Et donc, du coup, je vous ai mis quelques modèles de ce qui serait idéal pour démarrer la journée, pour un espèce de menu type que les parents peuvent donner à leurs enfants. Donc, le matin, l'idéal, ce serait de démarrer la journée avec des protéines. Donc, les Anglais, ils ont tout compris quand ils mettent de l'œuf et du bacon le matin. Et s'il y a bien un moment où on peut mettre de la charcuterie ou quelque chose d'un peu simple, c'est le matin. Si vous voulez apporter quelque chose de comme ça, il vaut mieux l'apporter le matin que le soir. Et il faut savoir que l'œuf, ça va vous apporter tous les lipides dont vous avez besoin en dehors des acides gras essentiels. Et ça va vous apporter en fait tous les acides aminés essentiels que vous ne trouvez pas dans votre corps. En fait, si on reprend, j'essaie d'être un peu clair sans rentrer trop de détails, mais on a tout ce qu'on appelle les macronutriments. Donc ça, tout le monde le connaît assez bien, c'est les glucides, les protéines et les lipides. Et en fait, pour avoir des protéines, il faut avoir des acides aminés. Et on en a quelques-uns qui sont dits essentiels, aussi bien pour les acides aminés que les acides gras. Ça veut dire qu'on ne peut pas les fabriquer tout seul, il faut les apporter dans l'alimentation. Et c'est pour ça que l'œuf le matin est hyper intéressant parce qu'il nous apporte justement ces acides aminés-là. Et du coup, ça permet de bien démarrer la journée parce que le fait d'avoir des protéines le matin, ça va permettre de libérer la dopamine et on démarre plus facilement. Et en général, ils n'ont pas de petits creux. Alors, chez les enfants, c'est peut-être plus difficile ou par manque de temps ou quoi. On peut leur mettre soit un œuf dur pour la collation de 10 h ou un sandwich au jambon à la limite. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être trouvées pour essayer un petit peu d'avoir ça. Donc, du pain le moins raffiné possible. Encore une fois, je préfère qu'ils mangent une baguette blanche plutôt qu'un paquet de Frosties. Parce que pour le coup, les Frosties, nutritionnellement, alors je dis Frosties, je devrais dire plusieurs marques, il faut que je m'en dise 3. Mais voilà, les céréales de cette manière-là, c'est marketing pour les enfants, mais il n'y a aucun apport nutritionnel, c'est que du sucre. Maintenant, je préfère qu'ils mangent une baguette blanche que ça. Maintenant, si vous avez le choix entre un pain complet, un pain aux céréales ou un pain grainé, vaut mieux. Après, c'est pas toujours facile de leur proposer ça. Donc, on peut les amener petit à petit, les faire goûter, varier, puis de temps en temps passer sur d'autres choses. Et donc, surtout du vrai beurre. Les margarines, pareil, c'est inintéressant. On leur met du vrai beurre avec des vraies bonnes choses dedans.
Il vaut mieux préférer un fruit entier à un jus de fruit. Pareil, pas toujours facile non plus. On ne va pas faire mort d'homme s'il mange son jus de fruit, mais si on a le choix, il vaut mieux qu'il le mange en entier, qu'il le mâche, parce que du coup, ils vont avoir plus d'apport. Et donc, du coup, la collation, idéalement, c'est des protéines et des glucides. Donc, du coup, quelque chose qui va apporter. Donc, un sandwich, par exemple, avec du pain et du jambon, c'est intéressant. Normalement, il ne faut pas apporter des glucides tout seul parce que ça fait monter la glycémie. Et quelques heures après, vous avez une chute, ce qui augmente l'appétit et ça crée des coups de fatigue en plus. Donc, le fait d'apporter des protéines régulièrement sur la journée, ça évite ces coups de fatigue-là. On peut passer. Donc, le déjeuner, c'est une assiette colorée, des légumes, des crudités, des protéines, viande, œufs, poissons, crustacés en fonction, et puis des féculents. Et donc, du coup, pareil, le moins raffiné possible, mais encore une fois, je veux dire, ils n'ont pas de manger du restaurant, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, un fruit, un produit laitier en dessert. Vers 17h, ce qui serait pas mal, justement, parce que comme ils ont beaucoup d'activité physique, il peut y avoir un retard de sécrétion de mélatonine et donc des difficultés dans l'endormissement, c'est de leur donner du chocolat, idéalement à 70% chocolat noir, et puis une poignée de fruits secs et de l'oléagineux. Pareil, pas toujours facile d'amener chez les plus petits, mais c'est des petites choses qui peuvent être amenées. Et ça, du coup, ça va favoriser la libération de sérotonine, qui ensuite va favoriser la mélatonine et favoriser l'endormissement. C'est tout ce qui est noix, noisettes, tous les petits trucs là, noix de cajou, tout ça. Et donc, du coup, en compétition, c'est pareil. C'est hyper intéressant d'avoir ces fruits secs aussi à dispo et des choses comme ça pour manger. Et donc, ne pas hésiter à mettre des boissons sucrées durant l'entraînement. Donc, le dîner, alors là, c'est un peu plus difficile de vous répondre. Idéalement, dans le régime, ou dans le régime méditerranéen, c'est plutôt des légumineuses et des légumes. Donc, du coup, des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, des choses comme ça. Et on évite normalement les protéines animales. Au vu de l'activité physique qu'ils ont, s'ils n'ont pas de difficulté dans l'endormissement, ça ne me choquerait pas que vous leur mettiez des protéines animales à ce moment-là, surtout que s'ils mangent à la cantine, on n'est pas trop sûr de ce qu'ils mangent le midi. Donc, je préfère qu'ils aient leur portion et puis, vous savez, vous l'avez acheté, tout ça et tout. Par contre, si c'est un enfant qui vraiment a du mal à s'endormir, effectivement, il vaut mieux peut-être éviter du coup les protéines animales à ce moment-là, parce que ça fait travailler les reins et ça retarde l'endormissement. Mais les protéines d'origine végétale vont apporter du fer, mais qui passe moins bien la barrière de l'intestin. Donc, intéressant, mais ça ne remplace pas du coup une viande. Donc, peu d'apport hydrique le soir. Il faut vraiment favoriser une bonne hydratation dans la journée. Parce que ce qui sera embêtant, c'est qu'ils ne boivent rien dans leur entraînement et que le soir arrivé, ils vident la bouteille d'eau. Là, pour le coup, ce n'est pas hyper intéressant parce qu'ils risquent de se relever la nuit pour aller faire pipi et puis du coup, le sommeil est coupé et du coup, ce n'est pas bon et ce n'est pas à ce moment-là qu'ils sont censés boire le plus. Du coup, on enchaîne sur un point sur l'endométriose. Je ne vais pas vous retenir longtemps là-dessus. C'est surtout pour vous sensibiliser un petit peu parce que justement, quand vous allez voir vos gymnastes qui vont arriver à 10-12 ans, qui vont arriver dans des âges prémenstruels ou qui vont avoir leurs premières règles, vous pourriez peut-être être la première personne avec qui elle viendrait en parler. Donc, l'endométriose, il faut savoir que ça touche une femme sur 10 à ce jour. Donc, il y a au moins 2 ou 3 collégiennes dans chaque classe qui souffrent d'endométriose et qui, pour le coup, n'est pas forcément diagnostiquée. Donc, c'est une pathologie chronique, mais qui n'est pas forcément une fatalité. Et qui dit endométriose ne peut pas forcément dire impossibilité de faire de la gym et de la faire correctement. Par contre, ça veut dire une prise en charge précoce et une bonne hygiène de vie, mais qui reprend tous les principes de ce qu'on a dit avant. Donc, concrètement, c'est vraiment pas impossible. Il ne faut juste pas la traîner avec des douleurs qui s'installent. Parce que du coup, tu peux passer au niveau de l'endométriose. En fait, vous voyez, là, vous avez l'utérus. Donc, qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est en fait quand il y a le flux menstruel, il va y avoir au niveau de l'endomètre une desquamation qui fait que vous allez avoir un flux sanguin. Et il y aurait, a priori, un reflux normal de ce sang chez toutes les femmes, sauf que les femmes qui auraient l'endométriose ne seraient pas capables d'avoir les cellules qui viennent nettoyer pour éviter que ça reste là. Et ces cellules-là, comme elles sont un peu dures, elles viennent créer des lésions aux endroits. Et en fait, c'est ces lésions-là qui font mal. C'est comme si vous veniez mettre des micro-coupures dans la muqueuse, et c'est ces lésions-là qui font qu'après, à cet endroit-là, il y a une perte de vascularisation. Et donc, du coup, c'est ça qui fait mal et qui fait que de cycle en cycle, elle n'arrive pas du coup à avoir la même chose parce qu'elle a des douleurs qui s'installent. Donc, du coup, c'est ces règles qui provoquent un absentéisme. Alors, attention quand il y a un antécédent d'endométriose dans la famille. Il y a des critères génétiques et héréditaires, mais qui ne sont pas bien définis. En tout cas, on sait que si la maman en a une, c'est possible. Et par contre, aujourd'hui, on arrête les notions de stade, c'est-à-dire qu'on n'estime plus qu'elles sont graves ou pas graves, parce qu'en fait, elles sont ou situées en superficielle ou en profonde, c'est-à-dire qu'elles vont aller plus en profondeur en dessous du péritoine, ou alors on va avoir des endométrioses, des endométriomes, je me trompais quand j'ai écrit, des endométriomes ovariens, et donc ceux-là sont à surveiller, parce qu'effectivement, ils peuvent
à long terme basculer sur des cancers. Mais les autres, de principe, une fois qu'on l'a découvert, normalement, ça n'évolue plus. Et c'est pas parce qu'une jeune fille a très mal au ventre qu'elle a une endométriose sévère, parce qu'elle peut avoir des toutes petites lésions, mais avoir très mal. Et comme elle peut avoir une image un peu comme celle-ci que vous voyez, qui est vraiment pas très belle, et pourtant vous dire, moi, ça me gêne pas. Donc, en fait, il n'y a pas de corrélation entre. Donc, finalement, leur faire des examens dans tous les sens, ça n'a pas trop de sens, parce que ce qui compte, c'est ce qu'elles nous racontent. Et surtout, là où vous allez avoir un rôle, c'est que aujourd'hui, le meilleur traitement d'endométriose, quand elles ne sont pas en âge de vouloir ou d'avoir des enfants, c'est les mettre sous pilule. Et la pilule, elle a été diabolisée. Et parce qu'il y a eu effectivement des scandales au niveau de la pilule, mais c'était des cas bien précis, c'était une génération bien précise, et c'était une population bien précise aussi. Donc, c'est vrai que si on peut vous sensibiliser à ça et leur dire, mais attends, et ça, c'est ce qu'il faut et c'est important, ils ont besoin d'entendre ce discours de gens en qui ils ont confiance. Et ça, c'est hyper important. Tu peux passer. Donc, influence du cycle menstruel sur la performance et la fatigue, les règles hémorragiques, ça, même quand il n'y a pas d'endométriose, c'est vrai que c'est des questions qu'il faut poser. Parce que si vous avez une jeune fille qui a un flux hyper important et qu'elle perd 3 litres de sang chaque jour, à mon avis, elle va être un peu plus fatiguée que celle qui peut mettre un tampon sur une journée et qui n'est pas embêtée. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pris en charge. Moi, perso, je ne suis jamais allée dire si mon flux était important ou pas. Voire, je ne sais même pas si je le disais quand j'avais mes règles. Ou au pire, si vraiment j'avais un peu mal au ventre. Donc ça, c'est vrai que c'est compréhensible que ce ne soit pas forcément des sujets qui sont abordés. Mais en même temps, quand on a une notion de performance avec des enfants qu'on entraîne toute l'année, peut-être que malheureusement, il faut adapter l'entraînement. Alors, s'il y a 5 filles dans l'équipe et qu'il y en a une qui fait chaque semaine, c'est sûr que ça devient compliqué, mais en même temps, c'est le jeu, quoi. Donc, équilibrer la jeune fille d'un point de vue hormonal, c'est la première chose, c'est l'arrêt des règles par avoir pris une pilule contraceptive adaptée. Et ils peuvent le faire très tôt sans aucun problème. Elles sont tranquilles, elles n'ont pas leurs règles, ça ne pose aucun souci. Il n'y a aucune preuve que la pilule va provoquer des cancers, mais au contraire, ça protège du cancer de l'ovaire. Donc aujourd'hui, si ces filles-là, la seule notion qui ferait qu'on dit on ne donne pas de pilule, c'est qu'elles ne la supporteraient pas bien. Parce que vous avez effectivement certaines patientes ou jeunes filles qui ont beaucoup de mal à supporter la pilule et qui ont plus d'effets secondaires avec la pilule que sans. Ça, c'est une raison de ne pas la prendre et de chercher. Mais si elle est bien équilibrée avec, il n'y a aucune raison, elle la prend. Les règles sous pilule sont artificielles, donc elles n'ont aucun intérêt, mis à part enrichir Tampax et net. Donc voilà, là-dessus, il faut vraiment les accompagner, je pense que c'est important. Donc du coup, c'est hyper important justement qu'elles poursuivent leur activité. Maintenant, c'est vrai que en fonction de quand l'endométriose a été détectée et tout ça, ça peut valoir un accompagnement thérapeutique et en même temps adapter les entraînements. Peut-être que ça veut. Enfin voilà, moi je pense que c'est important d'essayer de les garder dans la salle et que parce que du coup il y a vraiment une grosse notion psychologique aussi. Ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, c'est pas ça que je veux dire. Mais à un moment donné, quand vous avez mal, si vous ne pouvez plus faire ce que vous aimez et qu'après on part dans un truc, on les perd. Alors que je pense que si vous les gardez dans la salle d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir les accompagner et éviter qu'elles s'enfoncent dans un certain corner. Merci. Bravo. Ça va, je n'ai pas trop dépassé. Alors, il y avait beaucoup d'informations. Ouais. J'ai absorbé un peu tout. Ouais, un rythme bien soutenu. Bravo, Cathy, déjà. Merci. Pour cette intervention. Peut-être qu'on peut passer à quelques questions, si jamais il y a quelques questions. Juste lever la main et puis ouvrir votre micro. On a coupé les caméras pour gagner un peu de flux. Et donc, voilà, Virginie applaudit. Moi, je vais commencer, parce que ça sera Stéphie, on prend ta question déjà. Ouais, ce qui m'a épaté, c'est la première partie sur les assouplissements. Est-ce qu'on peut le faire à chaque moment de l'entraînement ou est-ce qu'il y a des temps particuliers d'après toi? Est-ce que l'échauffement, l'histoire, il faut s'échauffer et puis après il faut pratiquer et après on s'étire? Est-ce que ça Je ne sais pas s'il y a vraiment une règle en gym, parce que du coup, quand tu prends une compétition, elles vont se retrouver des fois pendant. Alors, je parle plutôt des filles parce que je pense surtout à la poutre, où elles vont se retrouver à être à froid pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois, voire plus, et il va falloir repartir derrière. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un bon moment. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elles soient préparées, qu'elles aient l'habitude. Donc,
Je pense que c'est adapté en fonction des éléments qu'elles ont ouais, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un moment meilleur qu'un autre et je suis pas sûre que ce sera le même pour tout le monde en fait en plus. Parce que tu vas avoir des filles qui vont être très souples naturellement et qui vont pouvoir te faire un grand écart à froid à n'importe quel moment de la journée et dans la d'autres, va pouvoir les déchauffer pendant une demi-heure pour qu'elles puissent y aller. Donc je suis pas sûre qu'il y ait un moment. Je pense que ça va dépendre de chacun et que il faut trouver ce qui convient et ce qui fait que ça ne crée pas de douleur pendant l'action. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse. Parce que même aujourd'hui, hein, la polémique autour des étirements, elle est toujours existante. Mais on n'a pas la réponse et dans la gym, on l'aura encore moins. Parce que, comme je disais, on a des étirements sur une action pliométrique en plus. Donc, non seulement on demande aux muscles d'avoir une contraction maximale, mais un étirement maximal en plus. C'est presque contre-physiologique. Enfin, Bien sûr. donc, non, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Je discutais là, ça arrivait, on a un préparateur physique qui était venu sur le stade d'Alger quand on faisait les développement à l'extérieur. Un peu plus fort, je crois, on t'entend. Vous m'entendez ou pas? Et ce préparateur physique m'avait dit qu'il fallait faire uniquement les étirements sur une séance. Faire que ça. Ne pas le faire à la fin de l'entraînement, ne pas le faire. Je pense que sur la gym, c'est pas vrai. Je pense que c'est vrai sur. Il m'a dit qu'évidemment, la gym, c'était assez spécifique. Je pense que c'est vrai sur des footeux. Qui vont eux avoir besoin vraiment d'avoir un muscle puissant mais qui n'a pas besoin de s'étirer outre mesure non plus au-delà de leur à la gym, je pense pas que ce soit vrai. En tout cas aujourd'hui j'ai pas d'éléments qui me laissent penser ça parce que tu as besoin de gagner tout le temps en amplitude mais tu as besoin de maintenir ta contraction. Donc pour moi je pense que c'est obligatoire à chaque entraînement chez les gymnastes. Et admettons tu fais une grosse séance, muscle fatigué et tout, est-ce que 12 secondes c'est efficace pour que le muscle revienne à sa taille normale? C'est possible et moi après ça c'est plutôt une expérience personnelle pour le coup, ayant fait de la gym, je me serais jamais tiré après, je me serais pas senti bien. Maintenant tu prends des rugbyman, tu leur dis que tu tires pas après, je pense qu'ils s'en foutent. Mais après en général on parle plutôt de 30 secondes, mais après quand tu fais du contracté relâché, tu vas faire des 3-4 secondes de contraction, tu relâches pendant 7. Donc encore une fois, je ne sais pas si ce sera pareil pour tout le monde. Peut-être que certains, au bout de 12 secondes, vont pouvoir et d'autres peut-être pas, alors que sur un calcul, peut-être. Mais c'est vrai que chez eux, j'aurais tendance à faire des étirements à chaque fois. Après, tu ne fais pas la même séance d'étirement. C'est-à-dire que tu vas t'étirer un petit peu, tu vas étirer tes quadris, tes ischios sur ce que tu as renforcé, mais ce n'est pas là où tu vas venir gagner tes amplitudes en souplesse. Ça, tu vas le faire sur une autre séance, parce que sinon, ça va être trop d'infos différentes, je pense. C'est là qu'on a des questions ou pas, là, en face, sur l'écran? Les cercles. Moi, j'en ai une sur... on dit qu'il faut travailler le transverse, mais est-ce que c'est garder nos exercices habituels d'abdos en rentrant le ventre, ça suffit? Ou est-ce qu'il y a des exercices spécifiques? Non, je pense qu'il faut faire du spécifique. En fait, l'idée, c'est effectivement de faire vraiment du spécifique et de l'analytique et au fur et à mesure de l'ajouter à tes... Donc après, en fait, qu'elle le fasse de façon spontanée dans l'exercice. L'idée, c'est vraiment de le corriger et que finalement, après, tu ne le demandes pas et qu'elle le fasse de façon automatique. Et qu'est-ce qu'il y a comme exercice? Alors, c'est vraiment le fait de venir creuser le ventre. Donc après, ce que tu t'amuses à faire tout bêtement, tu mets ton gym allongé sur le dos, tu le fais rentrer, tu sens que ça ne devient pas dur, que vraiment ça se creuse. Par exemple, moi debout, là, j'ai du mal à faire. Ouais. Donc tu sens que ça se creuse. Et après, tout bêtement, tu vas lui demander de faire une flexion de tête. Et tu lui demandes de maintenir le fait que ça ne se durcit pas et que ça ne bombe pas. En fait, c'est le fait de ne pas avoir le ventre qui se bombe. Et c'est de réussir après. En fait, tu le fais sur des exercices beaucoup plus courts. Donc, tu viens d'abord le faire sur ce genre de choses. Tu lui fais rentrer, tu lui fais lever. Il ne faut pas que ça parte. Ensuite, tu lui demandes de lever la jambe là. Ensuite, tu lui demandes de lever celle-ci. Ça devient plus dur. Il faut toujours qu'elle tienne. Alors, tu ne fais pas en apnée. Tu lui demandes de respirer. Tu viens tendre ici. Il ne faut pas que ça sorte. Et après, tu vas le faire sur des exercices de ce type-là. Tu lui demandes de bien rentrer, de tenir. Vraiment sur des choses un peu de posture, sur du travail quand tu veux faire un peu de proprioception sur un plan instable. Tu lui demandes à ce moment-là, tu viens tourner. Tout ce qui va être déséquilibre pour que du coup, quand ils vont taper sur leurs impulsions ou quoi, ils le retrouvent. Donc vraiment sur du progressif. Au début, du très très simple. Et au fur et à mesure, mais plutôt sur des choses de posture au départ. Et moins des choses dynamiques, parce que vous allez venir chercher à chaque fois. Et ça, tu peux le mettre, par exemple, sur un circuit où tu vas faire du renfort sur les chevilles, sur les poignets, tu rajoutes en même temps ça. Alors, je pense qu'au départ, il vaut mieux que tu fasses vraiment aucun. Parce Non, mais un exercice à part. C'est-à-dire que tu vas faire un exercice à côté où tu vas bosser les chevilles,
un autre atelier où tu bosseras les poignets et un autre atelier où tu feras ce transverse. Je pense que tu peux faire ça une fois qu'ils ont compris. Parce qu'en fait, c'est tellement pas dans leur naturel qu'il faut vraiment que ce soit au calme en fait au départ, parce qu'ils vont le faire à l'arrache en fait. Eux, ils vont faire le truc, ils vont réussir à trouver un truc, et si tu ne contrôles pas, ils vont te donner l'impression. Mais qui se durcissent pas. Ouais, il faut que ça creuse. C'est dur. Hein. Attends, je crois que Philippe, il peut nous montrer. Je suis en train de le faire, mais vous ne voyez pas. Alors, il y a Magali qui demande si ce n'est pas l'exercice du vacuum. Alors, oui et non, parce que le vacuum, on le fait en apnée en général. Mais effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de venir chercher. C'est une histoire de. C'est comme d'essayer de créer un espèce de piston. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que ça va durcir, ça veut dire que tu as les superficiels qui prennent le dessus. Ouais. Et les gymnastes, ils vont être hyper forts pour venir te les recruter ceux-là à la place. Et donc, toi, tu vas regarder leur ventre, il ne va pas bouger, mais tu vas toucher, ça va être du béton. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ceux d'au-dessus, ils restent tout bons, et que c'est celui d'en dessous qui durcit, du coup. Ouais. Et la respiration, comment, justement, quand ils font l'exercice là, tu leur demandes quoi? De respirer en abdominal au départ. En fait, déjà, tout bêtement, il faut leur apprendre. Bien sûr qu'ils vont respirer en thoracique quand ils vont être en plein mouvement et dans des activités où ils vont devoir recruter. Mais au repos, il faudrait qu'ils sachent faire que de l'abdomen et que ce ne soit pas la cage thoracique qui bouge. Et donc, eux, ce qu'ils font, ils respirent comme ça. Alors qu'en fait, l'idée, c'est que tu puisses ici rester au repos et que du coup, tu gonfles sur 3 secondes et tu souffles sur 9. Et en fait, l'inspiration, elle doit être passive et l'expiration, elle doit être active. Et eux, ils ne savent pas faire. Ils sont comme ça. Ils ne veulent pas sortir le ventre. Tu leur as dit qu'il fallait pas rentrer, qu'il fallait rentrer. Donc, du coup, il faut qu'ils sachent le relâcher. Et en fait, ils ne savent pas le faire souvent. Et quand ils font leurs exercices, la respiration est importante, mais tu places comment? Imagine une fermeture aux espaliers. Et bien, du coup, là, il faut qu'ils soufflent au moment de la fermeture. Mais avec le ventre? Si, il rentre son ventre, il souffle et il ferme. Ouais, mais la respiration, elle se passe au niveau là, il va être obligé, puisqu'il aura retenu de venir travailler un peu avec ça. Mais du coup, il faut qu'il apprenne au repos à travailler avec l'autre pour le recruter après. Et du coup, il va gagner en souffle, puisque du coup, il va être moins sur. Il va gagner du volume de réserve, en fait. Mais il faut qu'il souffle au moment de l'effort. Et de même manière, normalement, quand ils arrivent sur une accro, il faudrait qu'ils soufflent au moment de partir. Mais la plupart, je pense qu'ils sont en apnée. Il y a une question. Ouais, alors je voulais demander, par exemple, quand elles font souplesse sur la poutre au moment de partir, je leur dis de rentrer le ventre jusqu'à ce que on voit les cônes qui ressortent. Est-ce que ça va avoir l'action de transverse qui est demandée ou pas du coup? En guise d'exemple. Jusqu'à ce qu'il y ait les côtes qui sortent. C'est qu'à l'anorexique là. En fait, le truc, c'est que tu leur demandes un autograndissement avec. Donc, à partir du moment où tu fais ça, les côtes, elles vont s'écarter. Donc, bien sûr que tu as une activation du transverse qui se fait, mais est-ce que c'est une activation optimale? C'est pas sûr. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir une contraction pure du transverse à ce moment-là? C'est pas sûr non plus. Hein. L'objectif, en fait, c'est qu'elles sachent le faire. Mais quand elles vont travailler, tous les muscles vont prendre le relais et ils vont travailler ensemble. Donc oui, tu vas travailler l'autograndissement et tu vas venir recruter, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'ils sachent faire de façon analytique pour pouvoir l'intégrer à quelque chose d'autre, mais ils ne vont jamais l'utiliser tout seuls. De la même manière que quand on fait par exemple la rééducation périnale en postpartum, on veut absolument qu'elles sachent faire du périnée toutes seules, mais on sait très bien que quand elles vont porter leur bébé, elles vont faire travailler leur quadriceps, leur dos, leur ventre, tout ensemble. Donc dans l'exercice, bien évidemment qu'elles vont combiner l'ensemble des muscles. Mais en fait, ce qu'il faut s'assurer, c'est que chaque muscle pris un après l'autre sache faire tout seul. Et c'est là l'intérêt de l'analytique qu'on fait peut-être pas assez. À ce moment-là, on décompose peut-être pas suffisamment les mouvements. Et c'est peut-être pour ça que sur certains trucs, tu vas avoir des filles qui vont pas arriver à faire quelque chose parce qu'en global, elles font, mais elles en ont un qui pêche et donc du coup, ça marche pas. D'accord. Ça fait pas pour l'instant. Non. C'est reparti. Moi, j'ai bien aimé aussi le discours que tu avais sur la communication. Tu as appuyé plusieurs fois la communication avec les parents. On est souvent confronté aussi à l'arrêt et c'est des choses d'un discours qu'on n'a pas avec les enfants sur effectivement les pertes et les choses comme ça. Et c'est important, à mon avis, d'appuyer ça donc sur la communication. Donc, je ne sais pas comment on fait à l'entraînement. Je pense qu'on aborde beaucoup de techniques et beaucoup de postures.
un peu d'hygiène alimentaire, comme tu nous en as parlé un peu, mais sur le ressenti et en interne, effectivement, on a des ruptures brutes. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, en venant ici. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est Les enfants qui arrêtent d'un coup d'un seul. les enfants qui arrêtent d'un coup d'un seul, et après 11-12 ans, on se dit, bah, voilà, et dont on n'a pas la cause, mais après, c'est un sujet difficile à aborder. Hein. Pour être du coup maman de gymnaste en même temps aussi, je le vois, c'est hyper compliqué parce que du coup, nous, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé en entraînement, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'école. Des fois, ils vivent certains trucs à la maison. Enfin, moi, je le vois, en ce moment, j'ai beaucoup d'absence pour du professionnel et je vois bien que ça les embête. Donc, comment ça se répercute après derrière, enfin, c'est hyper compliqué et c'est pour ça que depuis avant, je le dis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme ça. Moi, il y a plein de choses où on essaye d'améliorer à chaque fois. Et c'est vrai que quelque part, moi, ce que je me dis quand je les vois, c'est voilà, qu'on les mette bien au centre et que ce soit parents, entraîneurs ou professeurs ou quoi, à un moment donné, leur demander à eux, mais toi, t'es comment et ça, c'est comment et est-ce que ça va et c'est vrai que l'histoire des règles, par exemple, et de leur poser des fois juste leur tendre la perche et leur dire, mais par hasard, ce ne serait pas la mauvaise période, est-ce que tu es embêté, est-ce que tu as mal ou qu'est-ce qu'il y a, quand tu manges, est-ce que ça va bien, c'est des petites questions bêtes, mais alors il ne faut pas les diriger parce qu'on peut aussi les amener à se dire, oh, c'est bon, c'est ça, comme ça, il me fout la paix. Enfin, je réponds c'est ça et puis ce sera passé à autre chose. Mais parfois, leur ouvrir la porte ou même le dire de façon générale. En disant, bon, écoutez, quand tu as un couple d'enfants qui ont 11, 12, 13 ans, en disant, écoutez, les filles, en début d'année, voilà, vous grandissez, c'est possible qu'il y ait des changements chez certaines. S'il y a quelque chose, si ça ne va pas, venez me le dire. Et rien que le fait de dire, vous pouvez me le dire, déjà, elles ont entendu. Peut-être qu'elles ne le feront pas, mais elles savent que la porte est ouverte. Et c'est quelque chose que tu ne dis pas parce que tu n'as pas envie de le dire. C'est différent que quelque chose que tu ne dis pas parce que tu ne sais pas que tu peux le dire. Enfin, je pense que le ressenti pour la personne, il n'est vraiment pas pareil. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, et c'est vrai que même sur les douleurs chez les petits et tout, je pense qu'ils ont tous envie de progresser et tout, et je pense que des fois, ils ne disent pas. Mais bien leur expliquer que une douleur qui n'est pas dite, ça permet pas de progresser, et au contraire, ça peut faire perdre plus de temps derrière, ce qui va être très difficile pour eux d'entendre à un certain âge. Mais à un moment donné, c'est en répétant qu'ils vont se dire, tiens, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils me le disent, voilà. D'autant plus avec la période de confinement où là, il y a eu des périodes d'arrêt assez longues, assez conséquentes, pardon. Mais oui, quand tu parlais de la taille, du poids, etc., après les vacances scolaires, etc., c'est vrai que, voilà, c'est chiant. Mais voilà, c'est vrai que d'autant plus, là, avec cette période-là dont on sort, c'est à prendre en compte, quoi. Et puis, c'est difficile d'avoir un discours qui est à la fois, comment dire, il faut leur dire les vérités, mais en même temps, il ne faut pas non plus les brusquer. Et c'est déjà parfois difficile pour eux. Donc, à un moment donné, essayer d'adapter les choses. C'est vrai que ça peut être compliqué. L'adolescence, c'est compliqué tout court. L'adolescence à la gym, je pense que chez les filles, ça l'est encore plus. Chez les garçons, c'est peut-être un peu différent. Je pense que eux, c'est plus tard. mais voilà, c'est vrai que quand je disais pas de régime, je pense que pas de régime, c'est vrai aussi bien chez les petits que chez les plus grands. Parce qu'à un moment donné, si on voit qu'effectivement, il y a une prise de poids alors qu'elle fait du sport et tout, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé du tout, parce qu'après, on rentre dans les trucs, mais vous pouvez avoir une candidose. En fait, une candidose, c'est un champignon qui est normalement présent chez tout le monde, sauf que 80% de la population vont avoir ce champignon qui va prendre plein de place dans le corps, beaucoup plus que ce qu'il devrait. Et en fait, ce candidat albicans, je vous dis, il y a 80% de la population qui l'a, c'est un mangeur de sucre. Les gens pourraient vous vider le tiroir à cause de ça. Et donc, certaines fois, on va aller culpabiliser ces gamines en disant ouais, mais regarde, t'as pris du poids, tu manges, alors qu'elles sont déjà dans un cercle infernal, alors qu'en fait, elle s'est juste tapé sa première mycose de sa vie. Et il se trouve que c'est un candidat albicans et que c'est à cause de ça que ça ne va pas. Donc, et après, c'est aussi, on n'en a pas parlé parce que voilà, on n'a pas toute la nuit devant nous. Mais tous les troubles du comportement alimentaire, c'est pas que lié à la gym, mais c'est aussi lié à l'adolescence. Et la gym, ça reste quand même. Moi, j'adore voir des gymnastes en juste corps, mais ça peut être compliqué pour une jeune fille de s'y mettre. Donc, c'est sûr que là aussi, on a tout un rôle où, moi, je pense que avant tout, ce qu'il faut voir, c'est leur santé. Quelques kilos de plus, ça n'empêche pas forcément de faire la performance, mais il faut surtout essayer de voir aussi pourquoi et comment. Et ça, après, c'est sûr que c'est pas l'entraîneur qui va faire tout le boulot tout seul. Hein. Mais c'est clair qu'on est en constante relation avec les parents. Et c'est vrai que la gym,
voilà, à un moment donné, ça a été très, oui, il ne faut pas parler de nutrition, il ne faut pas parler de l'anorexie, tout ça, etc. Donc, c'est très délicat de parler de tout ça avec les parents, surtout en début de saison, en disant, bah voilà, nous, on a un carnet avec un petit truc à la fin du cahier qui explique comme, voilà, l'hygiène de vie. Il y a des trucs tout bêtes, hein, qu'il faut se doucher après chaque... Enfin, voilà, hein, on en est presque là aujourd'hui. Hein, c'est très compliqué, hein, parfois dans certaines familles. Après, les niveaux, elles différents. Voilà, hein, donc on est dans tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, de demander aux parents de prendre la taille, le poids à chaque vacances scolaires, déjà pour avoir une vision un peu de savoir si elles grandissent, si elles prennent du poids, et pourquoi, et comment, etc. Ouais, mais c'est très délicat. Je pense que si c'est le parent qui le fait, il y a un regard qui est différent, comme si c'est l'entraîneur. Alors que si on arrivait à faire intervenir des gens pour le faire, et qu'on explique que c'est fait pas du tout pour voir si elle a grossi, juste pour savoir si on doit adapter les exercices, et voilà, si c'est pour ça, si elle grandit bien, voilà, c'est différent. C'est sûr que quand tu es gym et qu'on vient de dire c'est les vacances, tu sais que tu as mangé un petit peu de glace et que tu reviens et qu'on te dit monte sur la balance. Non, mais c'est clair. Hein. C'est sûr que c'est pas évident. Hein, et en même temps, on a besoin qu'elles aient un poids correct pour pas se blesser non plus, parce qu'à un moment donné, trop de masse graisseuse, ça fonctionne pas non plus. Enfin, il faut tout un équilibre, mais il faut essayer de réussir à faire passer le message correctement pour que ça passe bien. Et après, toutes les notions que je vous ai données là, bien évidemment que c'est pas en tant qu'entraîneur que vous pouvez. Enfin, moi, la candidose, il y a 10 ans en arrière, je savais pas ce que c'était. Et voilà. Et pour autant, ça touche 80% de la population. Donc, avec plein d'autres choses. Mais c'est sûr que moi, je me faisais la réflexion, je me disais, en ce moment, les entraîneurs voient plus mes enfants que moi. Donc, parce que moi, au final, je les vois une demi-heure, 1 heure le matin, une demi-heure, 1 heure le soir, et après le week-end, quoi. Donc, pour peu que je sois en formation, il y a des fois où... Donc, c'est vrai que je pense que c'est hyper important de réussir à maintenir ce lien-là, et parce que, malgré tout, vous intervenez dans l'éducation et dans la vie de nos enfants, et vous allez marquer leur avenir. Moi, je sais que je me rappelle de mes entraîneurs, et voilà, ça reste de bons souvenirs, et je trouve que c'est ça qui est primordial aussi aujourd'hui. On est dans une société où il y a de plus en plus d'enfants obèses, il y a de plus en plus d'enfants qui sont addicts aux écrans, enfin voilà, on a un niveau intellectuel qui descend. La gym, ça reste un super beau sport qui peut apporter et du développement personnel, et du développement physique et intellectuel. Donc à un moment donné, il faut qu'on le valorise, quoi. Ce qui m'a plu aussi dans ton discours, c'est la partie de retour aux bases. Tu nous as parlé de posture, tu nous as parlé de respiration. Ça, on l'oublie souvent dans le geste technique, alors qu'en fait, c'est un retour aux bases. Quand on est un peu perdu sur une figure de gym, on refait la base et c'est la même chose. Tu parlais de respiration, de nutrition, de manger. Tu parlais aussi de sortir les déchets, et c'est important, on n'en parle pas souvent. Non. Donc, j'ai retenu la petite tablette pour faire des retours. Mais je pense que c'est très important qu'on puisse réentendre ça et se réapproprier ça, parce qu'effectivement, parfois, on va chercher loin la solution alors qu'elle est toute proche. Voilà, c'est pour dire ça. Après, c'est bien aussi qu'on soit formé. Enfin, il faut que les entraîneurs aillent se former sur toutes ces choses-là. Exact. Et parce que quand on passe nos formations d'entraîneur aujourd'hui, quand on passe à un entraîneur fédéral ou même BPGEPS ou DEGEPS, etc., on ne parle pas beaucoup de tout ça, hein, de la respiration, de toutes ces choses de base. Alors maintenant, si les muscles profonds, ça on entend partout maintenant, des muscles profonds, les muscles profonds, les muscles profonds, le périnée, le périnée, le périnée. C'est très bien, on l'entend. Maintenant, avoir une vraie formation sur tout ça, ça serait important, d'essayer de mettre tout ça en place pour que nous, les entraîneurs, parce que on dit que c'est la base, mais au final, on n'est pas tellement formé à la base. Ah non, mais en plus, même quand tu prends les kinés d'une manière générale, je veux dire, la plupart de mes collègues qui sont des très bons kinésithérapeutes, c'est le périnée. Le périnée, c'est pour celles qui ont accouché qui sont pipi dessus. Donc voilà, c'est compliqué. Et moi, pour le coup, je suis allée chercher dans plein de formations comment aider les gymnastes, parce que je sais que c'est une population à risque, et ça reste compliqué. Parce que pour bien faire, pour que ce soit plus facile, pour qu'elle visualise les choses, il faudrait pouvoir passer en endocavitaire. Sauf que chez un enfant, tu ne le fais pas. Donc du coup, il faut réussir. Et donc du coup, c'est plus long. Et le problème, c'est que la patience, ce n'est pas l'adage des sportifs. Et donc du coup, il faut corriger longuement les choses pour avoir la respiration et tout ça. Alors que c'est vrai qu'avec parfois des techniques internes, c'est plus facile de faire ressentir certaines choses. Mais donc après,
c'est différent quand elles viennent te voir qu'elles ont 17-18 ans et qu'on peut travailler un peu différemment. Mais c'est vrai que franchement, moi, je me forme très, très régulièrement. Et pour tout ce qui concerne la gym, mais je suis obligée de fouiller pour trouver des choses qui correspondent et avoir des gens qui puissent me répondre. Et c'est vrai qu'en théorie, des fois, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont l'air géniales, mais en pratique, j'arrive pas à le mettre en place, quoi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que corriger la respiration, comme tu le demandais avant, je pense que c'est tout petit qu'il faut commencer. Parce que quand ça fait 15 ans que tu respires d'une certaine façon, c'est extrêmement compliqué de changer. Enfin, moi, les premières fois que je suis allée dans des cours d'abdominaux en kiné, qu'on m'a demandé de rentrer dedans, j'ai dit quoi? Je veux contracter mes abdos. Et on me dit non, écrase, je ne peux pas. Il y a un mur, je ne peux pas aller plus loin. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que c'est là où je disais, voilà, et puis c'est vrai que les faire travailler en natation, en choses comme ça, c'est peut-être que vous avez l'impression de perdre du temps, mais peut-être que vous en gagnez ailleurs. Je ne sais pas. C'est une piste, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir la clé pour, mais c'est vrai que par contre, de prendre le temps, c'est hallucinant. Regarde un enfant de 5-6 ans respirer. Bah, si tu prenais un bébé que tu filmes à la naissance, assez petit, puis son évolution, tu regardes la façon dont il va changer sa respiration. Au début, il respire super bien. Et au fur et à mesure, parce qu'il va stresser, parce qu'il va y avoir un truc, il va se bloquer, il va se figer, et ils vont oublier de respirer comme ça. Donc, plus vite on leur fait ressentir, plus c'est facile. Mais c'est pas si facile que ça, hein. Moi, j'ai le mien, j'ai essayé de corriger. Et puis alors, quand c'est maman qui parle, c'est encore plus compliqué. Mais déjà, petit, c'est difficile à corriger. Donc, plus on attend, plus c'est compliqué. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on cherche des fois sur des choses compliquées. Parfois, il faut repartir en arrière pour y aller et c'est pas toujours évident parce qu'en plus, je suis pas sûre que le résultat, tu l'aies dans la foulée derrière. Donc, c'est ça qui est difficile. Jamais. Quand on commence à prendre, entre guillemets, des défauts pour les rattraper. Et Sylvie qui avait la main. Enfin, Sylvie ou Ludo. Une question de Sylvie ou de Ludo. Ouais, juste pour dire, moi lundi soir j'ai un cours adulte et je me suis retrouvé confronté au problème périnée. Je connaissais le mot, mais je connaissais que le mot et pas du tout ce que c'était. Et du coup, il y a une ancienne femme qui est venue, qui a- De Je crois quoi? que c'est une montagne dans le sud de la France. Ah oui, Ouais, ok. merci Ça Julien. marche, super. Ah, c'est bon, je Sauf que dormirai dans moins sa bête. formation BPGEPS, il n'y avait pas, comme tu dis, Stéphie. Géographie. Et du coup, il y a des femmes qui étaient mal à l'aise du coup dans les cours. Et ok, on m'a dit qu'il fallait arrêter de sauter, arrêter de trop courir ou quoi, mais est-ce qu'il y a des choses supplémentaires? Je pense pas qu'on puisse faire une séance spéciale périnée dans un cours adulte. Mais Alors, je pense pas. Je pense vraiment que ces femmes-là, il faut les rediriger vers des rééducateurs parce que pour le coup, pendant longtemps, on a dit qu'il faut surtout pas courir, c'est pas bon pour le périnée et tout, alors que là, il y a des études au contraire qui diraient que c'est très bon pour le périnée, mais qu'il faut le faire de certaines façons et tout. Et je pense que vraiment, pour le coup, vous pouvez pas faire quelque chose de collectif là-dessus parce qu'en fait, il y en a certaines qui vont serrer le périnée à fond alors qu'en fait, elles sont déjà hypertoniques et elles savent pas le relâcher. Donc en fait, vous allez faire des conneries. Donc sans faire d'examen et sans avoir vu un rééducateur, je pense que c'est vraiment compliqué de. On peut sensibiliser, on peut expliquer à ce que c'est, mais c'est vraiment pour le coup une prise en charge individuelle. Et je pense que une fois qu'elles savent ça, oui, après vous pouvez intervenir. Mais tant qu'elles n'ont pas cette notion-là et qu'elles savent pas où elles en sont, c'est très difficile du coup. parce qu'il y en a qui sont suivis justement en kiné périnéale. Mais est-ce qu'il y a des bêtises que je dois absolument éviter de faire et dont j'ai pas conscience? Ou est-ce que je peux leur faire un coup de main pour l'instant? Non? Ok, d'accord. Je pense qu'il faut travailler, faut essayer d'éviter de les faire travailler en apnée et de faire des crunchs. Ça, c'est effectivement important. Parce que du coup, il faut éviter les hyperpressions. Mais on ne vit pas dans un monde d'hypopression. C'est ce que je disais, quand elles font leur cosy, quand elles font leur truc, à un moment donné, il faut qu'elles aient une vie. Donc, on disait beaucoup à un moment donné, il faut faire du yoga, il faut faire de l'hypopressie. Moi, j'ai arrêté de dire ça à mes patients. Je suis la première à être saoulée par ça. Donc, à un moment donné, je ne vais pas demander à mes patients de faire quelque chose que je suis incapable de faire. Donc, et on sait très bien qu'elles ne vont tenir dans la durée que quelque chose auquel elles adhèrent. Donc, ce qu'elles adhèrent, c'est qu'elles aiment. Donc, du coup, si effectivement elles rencontrent des soucis, il faut qu'elles le gèrent en privé avec un rééducateur. Et puis, il faut avancer. Mais toi, non, après, bien sûr que venir faire porter 30 kilos à quelqu'un qui n'a aucune sangle abdominale, oui, c'est de la connerie. Mais en dehors de ça, quand c'est du bon sens, je pense qu'il n'y a rien qui peut être délétère. Ok, merci. Ludo, si tu veux, il y a 2 exercices à pas oublier. Ouais. Tu leur mets une jupe, elles font de la danse du vent, ça s'appelle
La rééducation est périnée orientale. Et une planche de surf, c'est le Pyrénées atlantique. Non, non, verdict, on les enverra chez Cathy et ce sera mieux. Et sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter parce que sinon ça va dégénérer. Il va nous faire toute la géographie. Il est très bon en soirée. Vous pouvez l'inviter. Le prochain, il va s'inscrire sur la prochaine webinaire et on va bien rire. En tout cas, merci beaucoup Cathy pour cette intervention. Avoir une gymnaste, avoir une maman et avoir une kiné dans la même salle, c'est important pour qu'on puisse avoir plein d'informations. On va un petit peu digérer tout ça. Et puis, je pense que tu es d'accord pour qu'on envoie quelques questions. Si jamais d'autres questions reviennent, et puis intervenir. De toute manière, vous reverrez Cathy tout au long de l'année, dans tous les cas, sur les plateaux de compétition ou dans les salles d'entraînement. Et puis voilà, il me reste à te remercier pour ton intervention, pour ton déplacement. Et puis voilà, merci à vous pour nous avoir écoutés. Il vous reste à nous envoyer un petit message. J'ai participé à la formation. On vous enverra l'attestation de formation parce qu'on a commencé à valoriser aussi un peu les personnes qui sont présentes. Et c'est important d'avoir. De valoriser la partie formation et sur l'ensemble de nos formations, on a quand même passé pas mal de temps ensemble et l'idée c'est de repartir là-dessus. Je sais que parfois vous êtes à 2 ou 3 derrière les caméras et donc du coup envoyez-nous un petit message. J'ai participé à la conférence sport santé et puis on vous renverra une petite attestation, comme ça nous permettra de vous valoriser. Encore merci Cathy et puis à bientôt et bon retour. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bye bye. Tu l'as déjà. Oui, j'ai envoyé. Celui-là. Ah mince, attends, le micro encore. Et je raccroche. Il est intéressant.